Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonjour à tous, vous êtes bien on est bien le jeudi 19 février, vous êtes sur l'antenne de Radio Rec. On n'est pas très en retard pour une fois, 18h34, 4 minutes de retard, c'est quand même une belle performance. Alors aujourd'hui je suis content pour débattre de deux sujets particuliers que seront les collectivités territoriales. Donc évidemment on a changé de place avec Nicolas qui s'y connaît très bien. On va parler collectivités territoriales, donc avec Nicolas. Bonjour Nico. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci Marc de m'avoir ouvert ce micro. Effectivement, on a changé de place ce soir puisque les sujets que nous allons traiter m'affectionnent particulièrement. Et je suis très très heureux en tout cas de pouvoir débattre à nouveau. Ça s'entendait peut-être dans les dernières émissions où j'avais tendance parfois à rentrer un peu dans le débat par envie. Parce que voilà, des fois on a envie de débattre. Je pense que ça avait fait la même chose à Hugo qui depuis qui ne présente plus aussi souvent qu'avant l'émission, débat. Mais voilà, on aime bien changer de place de temps en temps. Et c'est la première fois de la saison d'ailleurs. De la saison, oui, c'est la première fois effectivement. Eh bien, on est content. J'espère que les auditeurs le sauront, mais on est sûr avec tes connaissances sur les collectivités qui vont forcément apprécier. Avec nous, un fidèle de l'émission évidemment, Hugo. Bonjour Hugo. Bonsoir Marc, bonsoir Nicolas. Et en effet, je suis encore aujourd'hui à la place du débatteur. Et puis, il adviendra que je puisse remplacer Nicolas à un moment donné, puisque Nicolas ne va pas pouvoir quitter cette fameuse table. Et je pense que voilà, il va falloir que je te seconde également à cette place du présentateur. Bon, je signale quand même que j'ai eu l'indélicatesse de passer mon rhume de la semaine dernière à Hugo. Donc voilà, cette semaine... Faudra pas être très méchant avec Hugo si jamais il y a quelques toux qui se font entendre par le biais du micro. Alors messieurs, aujourd'hui deux sujets qui font l'actualité évidemment. Le premier sujet dont on entend beaucoup parler, un peu moins c'est vrai en ce moment, j'ai l'impression que l'actualité se focalise moins là-dessus que sur le deuxième sujet. Le premier sujet c'est les collectivités. On sait très bien aujourd'hui que depuis la réforme des régions, cette fusion des régions, on a toute une nouvelle organisation qui va se faire au niveau départemental, régional. C'est des sujets qui en somme sont essentiels mais qui ne sont pas énormément traités dans l'actualité pour cause, et c'est l'objet du second débat d'aujourd'hui, cette fameuse loi Macron qui à l'Assemblée a fait bondir l'UMP, si bien suite à justement à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, fait que l'UMP a proposé cette motion de censure. Donc on verra, la loi Macron sera pas, en tout cas on verra bien ce qu'en vote, enfin ce qu'en décident plutôt nos députés à l'Assemblée nationale. Alors en tout cas, on va commencer sur cette question. Déjà, Nicolas, j'ai envie de t'entendre, puisque c'est vrai que c'est un petit peu le fouillis aujourd'hui, on n'entend plus parler, on n'a peut-être même pas, c'est même peut-être pas clair dans notre esprit. Qu'est-ce que sont les régions aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré foutoir, on en a l'impression. Oui, on a coutume de parler régulièrement du millefeuille administratif français qui se justifie par la juxtaposition des collectivités territoriales en France, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, et puis évidemment tout l'arsenal administratif qu'il y a derrière ça, les préfectures, les sous-préfectures, d'ailleurs, les cantons. C'est typiquement français. Oui, effectivement, un tel enchaînement. En fait, en France, on a voulu parfois faire un petit peu comme il y avait ailleurs, où les autres ont voulu nous copier, mais ils ont eu l'amabilité, je dirais, de supprimer des échelons au fur et à mesure, ou en tout cas de réorganiser. Nous, on a eu tendance à les superposer, en fait. Et la France est un petit peu, je veux dire, conservatrice sur cette question, justement, régionale, départementale et communale aussi. En tout cas, voilà, sur les plans administratifs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un secrétariat d'État à la modernisation de la République, hein, voilà, parce que il faut à la simplification, à la modernisation, parce qu'il faut aller dans ces deux sens. Mais bon, pour le moment, c'est le choc de simplification de notre cher président. Voilà, le choc de simplification. Alors justement, je t'ai un petit peu coupé, mais je te relance sur cette question. Comment les régions, en tant que telles, quelles qu'elles étaient hier et quelles qu'elles sont aujourd'hui?
Alors, les régions aujourd'hui sont au nombre de 22 en métropole. Il faut évidemment ajouter à cela l'outre-mer, puisque les départements, enfin les collectivités d'outre-mer constituent également des structures territoriales propres. Donc depuis à l'après-guerre, voilà, on est à 22 régions. Cela évidemment, il y a la Corse dedans, il y a toutes les régions métropolitaines, et notamment l'Île-de-France qui aujourd'hui contient Paris. Ces régions, elle ne serait rien sans compétences, c'est-à-dire sans pouvoir, sans objets sur lesquels délibèrent les conseillers régionaux. Eh bien, ces régions ont pour compétence l'enseignement supérieur. Alors, évidemment, elles ne créent pas les programmes d'enseignement supérieur, elles ne valident pas ces programmes, elles ne donnent pas les salaires des enseignants, mais elles sont compétentes, par exemple, dans la réalisation de certains bâtiments, en tout cas dans la participation à leur réalisation. C'est le cas ici dans cette maison de l'étudiant qui a été financée par le Conseil régional d'Île-de-France. Donc voilà, une intervention de la région sur l'enseignement supérieur par le biais d'actions diverses, que ce soit des subventions ou que ce soit dans des bâtiments comme celui-ci. Par ailleurs, elle agit de la même manière sur les lycées avec leur équipement et les personnels de service. Toutes les questions de restauration scolaire ont ont une importance pour les conseils régionaux. Donc voilà, une importance dans le domaine des lycées comme le conseil général là pour les collèges et les communes pour les établissements scolaires de proximité, les écoles. Il y a également une intervention sur le développement économique de manière générale, et puis sur des schémas régionaux, alors en ce qui concernerait l'urbanisme, mais je dirais l'urbanisme vu d'un plan plus général, plus global. Voilà. Est-ce que l'on va aller dans tel sens ou dans tel autre sens au niveau de la région ? Et puis en transport, la gestion des TER. Je sais, messieurs, que vous aviez travaillé avec moi sur ce sujet lorsque nous étions en licence. La région gère aujourd'hui les transports de proximité par le biais des TER, des trains express régionaux. Une sorte d'alternative au TGV qui voit évidemment sur des plus longues distances. Ce serait l'équivalent de la RATP en Île-de-France, puisque vous le savez, le STIF, le syndicat des transports en Île-de-France, est un syndicat extérieur au Conseil régional, mais qui entretient de grands liens avec lui quand même, malgré tout, puisque Jean-Paul Huchon, le président du STIF, est aussi celui de la région. On a donc, si je te suis bien, beaucoup de compétences quand même. Alors quel est l'intérêt, quel est l'objectif finalement, avec toutes ces compétences, d'avoir redécoupé et d'avoir fait une nouvelle carte des régions? S'il y a autant de compétences, est-ce que ces échelles agrandies, du coup, pour le coup, ne vont pas poser un certain nombre de problèmes? Alors voilà, c'est un projet relativement ancien. On entend parler depuis plusieurs mandats, je dirais républicains de maintenant, plusieurs mandats de président de la République, puisque Nicolas Sarkozy avait lui-même essayé de faire bouger les choses. D'ailleurs, la première fois que moi j'en ai entendu parler de ces modifications des régions, c'était quand on a parlé de la modification des régions chez France 3. Alors ça pourrait surprendre, mais voilà, on avait dit, France 3, il y a trop de régions, il faut essayer de faire des gros pôles de gouvernance, des choses un peu plus grandes, mettre des régions entre elles, parce que c'est trop diversifié. Bon, l'idée, c'est effectivement d'avoir des régions plus grandes, et donc l'idée qu'on se fait de ça derrière, c'est plus forte à une échelle, je dirais, européenne. Vous le savez, aujourd'hui, on a des grandes régions comme en Espagne, alors qui sont, et régions, États, etc. En Allemagne, c'est aussi le cas, c'est-à-dire que les territoires nationaux sont découpés de manière assez stricte, finalement, et de manière plus importante. Et puis, derrière même les régions, il y a l'idée d'avoir des grandes métropoles, c'est-à-dire des grandes villes qui ont un rayonnement régional, mais aussi mondial parfois. Aujourd'hui, la seule ville française à réel rayonnement international, c'est bien sûr Paris. Et puis, l'idée, c'est d'augmenter ce nombre de villes importantes. On pense évidemment à Lyon, on pense à Marseille, des villes qui font l'objet régulièrement d'un rayonnement thématique. La capitale européenne de la culture ou ce genre de choses. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu comme en Allemagne, où on peut, quand on a besoin de citer une grande ville, on en cite plusieurs, et bien que la France puisse rayonner. Donc derrière les régions, derrière la capitale régionale finalement, qu'il y ait des capitales de rang un peu plus importantes, des métropoles qui concentrent des activités économiques, de tourisme, etc., mais de manière encore plus importante. Donc l'idée, le chiffre, alors bon, ça a fait de grands débats, on est descendu sur 13 futures régions. Alors, pas superstitieux le gouvernement quand même d'oser dire 13. Alors en fait, pour cacher un petit peu le truc, on dit 12 régions métropolitaines plus la Corse.
Voilà, D'accord. qui était déjà jusqu'à présent une assemblée territoriale qui regroupe, enfin qui est déjà un peu particulière. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de dire on va en faire on va faire 12 plus 1, comme ça on ne dit pas qu'il y en a 13. Alors déjà, je sais pas, peut-être que les auditeurs se seront peut-être posé la question. Il y a vraiment cette idée de... Et si on regroupe, si on fait des plus grosses régions, n'y aurait-il déjà pas un risque déjà d'avoir justement une ville ou deux qui regroupent justement, qui englobent toute l'importance de cette région? C'est la première question. Et sur la question du redécoupage, on peut se demander encore une fois, je le répète, avec tous ces objectifs qui sont assignés aux régions, de savoir qu'est-ce que ça va apporter, je veux dire, matériellement, physiquement et même logistiquement plutôt, le changement, ce redécoupage régional, donc je disais 12 plus la Corse. Et j'ai déjà oublié la première question qui Première était... question, c'est est-ce qu'une ville aujourd'hui Ah oui, peut voilà. avoir, dans des logiques un peu macrocéphaliques, comme on dit Mhm. comme ça, voilà, mes notions reviennent. L'idée d'une ville plus importante que toutes les autres finalement Exactement. du territoire. C'est ce qui se passe, enfin, c'est ce qu'on l'on regrette. Enfin, vous savez, les travaux de la DATAR, de la direction en charge des territoires en France. Aujourd'hui, on a un ministère en charge de l'égalité des territoires. Bon, bah, c'est un petit peu toute cette logique d'après-guerre de vouloir faire en sorte que Paris et que d'autres villes aux échelles plus locales ne prennent pas tout, n'accarent pas tout. Voilà. Il y a eu la naissance des clusters, la politique de cluster qui vise effectivement à développer l'économie dans d'autres villes qu'à Paris, de créer des poches économiques. Bon, bah, c'est un petit peu cette même idée de ne pas développer une ville au détriment des autres, et en l'occurrence la capitale régionale. Et forcément qu'en ayant moins de capitales régionales, bon, on les connaît les grandes villes, Bordeaux, Lyon, je ne les cite pas dans l'ordre, je vous rassure, je connais quand même un peu ma géographie, mais Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille sont des grandes villes. Évidemment, si je vous dis Poitiers, c'est déjà un peu plus petit. Si je vous dis Limoges, ça ne résonne pas de la même manière. Voilà. Après, il y a des grands bastions de l'économie industrielle, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, etc., qui résonnent, malgré que ce ne soit pas des capitales... Enfin, pour Saint-Étienne, ce n'est pas une capitale régionale. Mais voilà, bon. Et sur le projet purement européen, tu disais justement, c'est vrai que l'Europe fonctionne, il y a aussi une forme de régionalisation des régions en Europe à l'échelle européenne. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui clairement quel est l'intérêt aujourd'hui de faire des grosses régions au niveau européen? Je veux dire, est-ce que c'est le but justement d'avoir ces espèces de compétences interrégionales entre deux pays? Je ne sais pas, France-Allemagne par exemple, on aurait pu en citer d'autres. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Qu'est-ce que ça peut produire comme effet justement d'avoir des grandes régions à défaut d'avoir des plus petites régions pour les échanges entre deux pays et interrégionales du coup? Alors, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, je dirais que l'ambition de faire des économies, en tout cas, est présente. Avant tout, c'est l'économie, évidemment. En tout cas, c'est le message médiatique qui est passé, c'est-à-dire, bah oui, forcément, si on regroupe deux régions, eh ben, il y aura 2 fois moins de personnes dans les régions à travailler pour les régions, et on fera donc des économies, puisque... Économie d'échelle pour le coup. Voilà. Alors, bon, évidemment... c'est pas parce qu'on va mettre 2 régions ensemble que forcément il va y avoir 2 fois moins de personnel. Déjà, je vous rappelle quand même que le personnel employé dans les collectivités est quand même en majorité, même si ça tend à diminuer, est quand même en majorité du personnel des fonctionnaires. On ne met pas à la porte un fonctionnaire comme on le veut. Il n'y a pas de licenciement économique dans les fonctionnaires, donc il va bien falloir faire quelque chose avec cette masse de personnel. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le personnel aujourd'hui représente une part non négligeable des budgets des collectivités, puisque en fonction des collectivités évidemment, et puis en fonction de leur taille, et puis de leurs projets, mais voilà, en fonctionnement, si on met à part les investissements évidemment, eh bien en fonctionnement, il n'est pas rare de voir une collectivité où le personnel représente au moins la moitié du budget de fonctionnement. Voilà, donc personnel face à agrafeuse, c'est le personnel qui est le plus important. Si je résume la situation, évidemment, on ne parle pas là des grands travaux qui sont des investissements. Donc l'idée, c'est qu'au 1er janvier 2016, il y ait des régions plus grandes. Évidemment, l'ambition derrière, c'est qu'elles soient plus fortes. Maintenant, évidemment, est-ce qu'on est capable de le dire aujourd'hui qu'elles seront plus fortes? Tout dépendra de leurs compétences, évidemment. Oui, l'avenir le dira, comme on dit. Ouais. Je vais donner la parole tout de suite à Hugo, qui a certainement une question. Et après, on enchaînera sur vraiment ce qui change. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment qu'est-ce qui change à partir du 1er janvier. Mais Hugo, je te laisse la parole tout de suite. Ouais, plus qu'une question, je pense revenir déjà sur ce que vient de dire Nicolas sur le point de vue budgétaire, on va dire les dépenses et toujours cette logique de dépenser moins tout en faisant autant. Il y a pas mal de rapports qui ont montré qu'on n'était pas sûr de l'effectivité de cela. Encore une fois, l'avenir nous le dira, mais comme l'a expliqué Nicolas, ça va être compliqué parce que on ne peut pas licencier d'un coup
les fonctionnaires. Donc voilà, toujours cette question et en restant efficace. Donc il faut une présence locale. C'est ça aussi qu'a posé le débat de la suppression des conseils généraux, sur lequel est ensuite revenu Manuel Valls. On le rappelle, hein, tous les conseils généraux ne sont pas supprimés. On en garde pas mal dans les espaces ruraux parce qu'il faut cette approche locale. Donc là encore, rétropédalage, donc on ne sait pas vraiment vers ce vers quoi on se tourne. Et ensuite, je souhaitais revenir sur la carte en question parce que Nicolas a tenté de la décrire un petit peu. 13 nouvelles régions, c'est le souhait de l'Assemblée nationale qui est revenu sur la décision du gouvernement qui en souhaitait 14 à l'origine. Même si on en a parfois parlé dans cette émission, je souhaitais encore une fois revenir sur cette carte qui, je l'annonce, si les gens ne le savent pas, carte qui pourra être modifiée en partie parce qu'il reste l'indécision sur la possibilité des départements de quitter, de revoir l'affectation qui est la leur. C'est-à-dire que, par exemple, bon ça c'est très grossier, mais imaginons, ce qui est improbable, que la Seine-et-Marne se sente mal en Île-de-France, elle pourrait demander une réaffectation en Nord-Pas-de-Calais, Picardie par exemple. Beaucoup plus probable, la Loire-Atlantique Voilà. Évidemment, Mais là, voilà, c'est qui pourrait quitter la Pays de la Loire pour la Bretagne évidemment, historique. voilà, c'est la question sur laquelle je me tourne. Évidemment, c'était la réunification de la Bretagne, Pays de la Loire. C'est une grande question. Est-ce que ça allait être fait? Ça n'a pas été effectif. Donc voilà, il se peut qu'aujourd'hui, les pays de la Loire-Atlantique, décident finalement de rejoindre la Bretagne pour faire une Grande-Bretagne. Donc on a quelque chose, Une Bretagne plus grande. Voilà, donc on a quelque chose qui peut encore bouger je sur laisse- demande et qui mettra énormément du temps, je pense. Alors, il n'y a pas de temps. Concrètement, est-ce c'est une que- réforme qui doit aller très vite parce Est-ce que- qu'il y a le couperet des élections et de l'effectivité des nouveaux conseils régionaux au 4 janvier 2016. Les élections ayant lieu, on le répète, en décembre 2015, si tout va bien. Donc là il y a vraiment, on est vraiment sur quelque chose qui va aller très vite pour une fois. C'est-à-dire, en fait, si je résume bien, c'est les partis régionales qui veulent changer entre guillemets de région peuvent le faire dans les 10 mois qui suivent. Après, c'est plus possible. Alors, oui. vas-y. Je vais Nicolas. peut-être redonner. Bon, alors effectivement, on a alors, là où je voudrais intervenir, c'est que cette réforme n'est pas encore adoptée. Oui. Voilà, suspense. Suspense. Le texte a été adopté, et c'est là qu'on a dit ça y est, c'est fait. Le texte a été adopté par le Sénat en janvier 2015, certes, mais il est encore actuellement à l'Assemblée nationale. Il est encore en lecture. Alors, voilà, je sais pas, il y a plusieurs lectures à chaque fois. Je sais pas si on en est à la deuxième ou la troisième lecture à l'Assemblée nationale. Ce texte n'est pas encore définitivement il passera, de approuvé. toute façon. Il est en navette parlementaire. Bon, alors évidemment, on en arrive. Enfin, disons que vu tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, on en Oui, arrive il peut à plus la revenir en fin. arrière. Bah, ça commence à être compliqué. Je veux dire, effectivement, Hugo a commencé à le soulever et je pense qu'on va faire le petit point sur les élections. Je sais pas si tu veux qu'on le fasse maintenant. J'aimerais avant de faire Avant, le point, peut-être, justement essayer de savoir qu'est-ce qui va changer sur le côté purement logistique, qu'est-ce Voilà. que va causer le redécoupage territorial, enfin régional. Alors, on a un texte qui est donc, bon, alors a priori sur de bonne voie. Bon, effectivement, même s'il n'est pas définitivement approuvé, on imagine que les régions vont ressembler à peu près à la carte qui est maintenant connue de tous. Deux, trois petits éléments. L'Île-de-France reste évidemment l'Île-de-France actuelle, d'autant plus qu'elle est impactée, je dirais, par la réforme du Grand Paris, voilà, par différentes choses. Donc, je pense que l'Île-de-France, en tant que telle, fait bien de rester comme elle est, avec toujours ces disparités entre la Seine-et-Marne, par exemple, qu'on connaît, qui est un département moitié rural, moitié urbain, et évidemment le cœur de la petite couronne et de Paris, qui sont évidemment très urbains. La fusion des deux Normandies était un petit peu souhaitée aussi en interne dans les deux Normandies, donc finalement c'est une chose qui reste logique. La Bourgogne et la Franche-Comté, des régions comme ça qui tentaient déjà des rapprochements, même s'ils ne sont évidemment pas admis de tous, ce sont des rapprochements logiques. Il y a des choses un peu plus bizarres.
Prenons l'exemple, la Bretagne, les Pays de la Loire et le centre, je vois qu'Hugo a la carte sous les yeux, restent des régions uniques sans fusionner avec d'autres, alors qu'on le sait, il pouvait y avoir des rapprochements entre la Bretagne et les Pays de la Loire, et notamment à travers la Loire-Atlantique. Donc des départements qui ne sont pas très peuplés, qui n'ont pas toujours un regain économique. On se souvient des bonnets rouges de la Bretagne, c'est qu'il y a un problème économique, qu'en plus ils ne sont pas forcément très peuplés, et à côté de ça, on les laisse seuls. Donc peut-être des questions là-dessus. Donc voilà, la volonté de ne pas toucher dans un premier temps, mais Hugo l'a dit, certains départements pourront éventuellement changer de région s'ils le souhaitent, mais pour ça il faut des votes, il faut des acceptations de tous les côtés, donc évidemment on en est loin et il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Bon, rassurons-nous, peut-être qu'un département ne quittera pas sa région au 1er janvier 2016, mais qui pourra le faire un peu plus tard, tranquillou bilou, quand tout cela sera posé et voté surtout. Et les questions qui restent, puisque tu parlais d'organisation, ça va être quelle capitale régionale évidemment, qui va dans chaque région gouverner là où il y avait peut-être jusqu'à présent 2 ou 3. Alors, c'est pas, je ne vais peut-être pas faire enfin, je ne suis pas voyant, mais on imagine bien que dans la région et puis quel nom aussi des régions très importants, quel nom on va donner à ces régions. Je vous donne un exemple, Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, on va quand même pas l'appeler la Poitou-Quitaine. Il y a un problème nominatif déjà, voilà. géo-régional. Alors bon, il y a des sondages qui ont commencé à apparaître sur les quotidiens régionaux notamment, où on dit alors comment vous l'appelleriez, et puis peut-être qu'ils vont s'en préoccuper au niveau politique après. Mais voilà, bon, alors je ne traduis peut-être pas de secret en disant qu'il y a de fortes chances que ce ne soit ni Poitiers ni Limoges qui est la capitale, mais bien Bordeaux. Donc voilà, il va y avoir des choses plus ou moins faciles. Il y a Bordeaux qui va être simple sur cette région-là, mais il y aura évidemment plus de complexité. Bon, alors il ne fait pas beaucoup de doute de savoir que c'est Lille qui va sans doute être la capitale de la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Maintenant, qu'en sera-t-il entre Caen et Rouen pour la Normandie ou, voilà, hein, il y a des questions qui persistent, évidemment. Et puis, autre grande question, quelles compétences pour ces régions ? On le sait, la clause de compétence générale qui disait en gros que toute collectivité a un socle, je l'ai dit tout à l'heure, un socle de compétences, voilà, l'enseignement supérieur ou les lycées ou les TER, mais toute collectivité peut aujourd'hui encore choisir les politiques volontaires, les politiques optionnelles qu'elle peut mettre en marche. Par exemple, un conseil régional peut très bien décider d'agir pour la jeunesse alors que ce n'est pas prévu en mettant en place un conseil des jeunes ou ce genre de choses. Eh bien, c'est possible, mais c'est remis en cause dans le cadre de la loi MATPAM, de modernisation des territoires de la République, et puis remise en cause dans cette nouvelle organisation de la République. Donc, est-ce que les compétences vont être précises ? C'est l'objectif évidemment des gouvernements qui veulent simplifier, ou est-ce que ça va continuer malgré tout, parce que il y a des lobbies derrière ça, d'être des compétences générales ? Les questions sont posées. Toujours est-il, et là j'en viens au cœur de ta question qu'on pourra poursuivre ensuite avec les questions des départementales, que les régions aujourd'hui ont vocation à reprendre des compétences qu'ont les départements, puisque Hugo l'a dit, il est question de les supprimer ou de les alléger ou parfois de transférer leurs compétences au niveau intercommunal, mais aussi au niveau régional. Bon, on le voit bien, plusieurs réformes sont menées de front. Je te disais en préparant cette émission qu'elles sont menées de front, mais que parfois elles ont un léger décalage qui peut poser problème, puisque finalement tout n'est pas dans le même timing. On fait une réforme régionale pour 2016, 1er janvier, dans la précipitation. On fait la même chose avec les intercommunalités. Et en revanche, les départementales, on dit aux gens, soyez tranquilles, c'est 2021, il n'y a pas de souci. On voit bien évidemment que les départements sont une question cruciale. Il y a un lien justement au niveau des... Ce que tu es en train de nous dire, juste pour que ça soit clair pour les auditeurs, c'est que des compétences de certains départements vont être déléguées, entre guillemets, aux régions, aux nouvelles régions. Il semblerait, d'après certaines informations, que les routes départementales passent non plus du département à la région. D'accord, bon. Premier point. Là, on est sur les routes départementales, on n'est pas sur un service à la population direct, on est sur de l'infrastructure. Donc finalement, que ce soit l'un ou l'autre qui le gère, après il y a des services locaux au nom du conseil régional ou au nom du conseil départemental qui vont le gérer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, ce serait transféré au 1er janvier 2017. Donc ce serait plus des routes départementales, ce serait des routes régionales. Jusque-là, tout le monde suit. Peut-être, oui, bien sûr. Bon. Point de vue de l'éducation aussi. Les collèges.
évidemment, les bâtiments, les personnels techniques et ouvriers et les personnels de service. Et puis, il y a la sectorisation aussi qui, quelque part, est un petit peu au département. Donc voilà, des services qui seraient montés au niveau régional. Sectorisation juste en quelques lignes. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus en quelques lignes pour que ça soit clair? La sectorisation, c'est la carte qui fait en sorte que si vous habitez à tel endroit, vous êtes rattaché normalement à tel collège, à tel établissement. Ça devrait être clarifié. En principe, ça devrait être clarifié. Alors, on est d'accord. évidemment, les services de l'éducation nationale y contribuent grandement, D'accord. mais certaines collectivités ont leur mot à dire évidemment sur ce genre de choses. Sur les transports maintenant sur les transports purement interurbains, ça changera quelque chose ou pas? Alors, voilà, comme tu le dis, transport interurbain, transport scolaire sont actuellement gérés par les départements. Le transport scolaire, voilà, les aides pour la carte imaginaire en Île-de-France, les bus qui vous emmènent du petit bled, parfois paumé, au collège de secteur, ce genre de choses, feraient aussi partie du package transféré. Les ports, et puis, nous disent les documents actuels, de la planification du secteur des déchets, enfin voilà, des choses qui sont actuellement gérées au niveau départemental, qui seraient transférées au niveau régional, mais tout ça se mène dans différentes lois. Donc parfois différents ministres qui agissent sur ces lois, des groupes au niveau des chambres Sénat et Assemblée qui travaillent dessus, et puis évidemment la consultation des associations, d'élus, des régions et des départements. Donc pour faire clair, on a donc un texte qui est adopté en janvier 2015, qui devrait aujourd'hui justement revenir après le Sénat au Parlement. Et voilà, autour de début mars. Autour de début mars. Mais parallèlement à ça, là, pour le coup, on va parler vraiment d'enjeux purement électoralistes. C'est qu'est-ce qui va changer en 2015 au niveau des élections régionales, et puis quelles seront justement ces nouvelles modalités d'élection. Puisque en changeant évidemment l'organisation régionale, ou plutôt en agrandissant, qu'est-ce que ça va changer vraiment sur ces élections? Est-ce qu'on va faire je sais pas, je prends un exemple bateau, est-ce que les populations, ça va pas casser des populations qui anciennement votaient, je sais pas, purement de manière électorale, qui votaient plus d'un côté que de l'autre, et là est-ce que ça peut pas casser un petit peu ça? Alors, les régions aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne les conseils régionaux, sont, je crois, au nombre de 21 à gauche, et de 1 à droite. Il s'agit de l'Alsace, si je ne dis pas de bêtises, issu du dernier scrutin. Fief de droite d'ailleurs, l'Alsace, voilà. Souvent sur les cartes électorales. Alors, les mandats en cours ont débuté en 2010. Donc, je vous rappelle que le mandat de conseiller régional est de 4 ans normalement. Et normalement les élections auront lieu fin 2015. Donc, D'accord. je vous laisse faire le calcul. 2010, fin 2015, sachant qu'elles avaient eu lieu en mars 2010 ou quelque chose comme ça, dans le premier semestre 2010. Donc, ça commence déjà à dater. Donc, on a des élus qui, là, ont fait un petit peu de rab. De rab, voilà, tout à fait. Élection décembre 2015, on n'a pas, alors, à moins que Hugo ait d'autres informations, mais moi, aux dernières nouvelles, je n'avais pas de calendrier électoral et de source d'un service affaires générales qui gère ça. Il n'y a pas d'information non plus. Et on n'est pas sûr à 115% que ces élections aient lieu au mois de décembre prochain. C'est-à-dire qu'on attend encore les confirmations, le calendrier évidemment, puisque décembre est un calendrier un petit peu inhabituel pour organiser des élections. C'est assez rare. Et puis en plus on est en préparation de fête, il faut jongler avec les vacances qui vont arriver juste après, et puis il faut surtout jongler avec le fait que ces conseils régionaux vont être mis en place en janvier. Alors évidemment il y aura une période d'adaptation, on ne va pas du jour au lendemain tout faire, mais les assemblées en tout cas, autant les services devront fusionner tranquillement, autant les assemblées seront réunies, et on va bien élire en fin 2015 a priori les conseillers des futures assemblées, qui ne prendront évidemment leur mandat qu'après. Donc on va demander au président de gérer l'attente en attendant. Pendant 1 mois ou 2, il va y avoir du battement, mais comme il y a toujours à chaque élection. Mais voilà, il n'y aura plus qu'une assemblée au 1er janvier 2016 dans les régions qui vont fusionner. Et donc une entrée en fonction un lundi, évidemment, qui sera le 4 janvier pour être très précis, et non pas dès le 1er janvier, jour de fête, et puis le week-end derrière. Ça risquerait de donner des décisions un petit peu à côté de la plaque si on réunissait tout ce beau monde en plein milieu des fêtes. Donc quelles seront les modalités plutôt des élections régionales de 2015? Elles ne changent pas. Alors évidemment, pour dire elles ne changent pas, il faut déjà les connaître. Déjà, alors voilà, parce que déjà, même on a l'habitude. Certainement pour moi, Hugo, déjà, en tout cas pour ma part, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je maîtrise sur le bout des doigts. Donc voilà. Peux-tu nous en dire un peu plus? En gros, on se rapproche davantage d'une élection municipale que d'une élection d'un président de la République ou d'un député. Aujourd'hui, quand vous élisez votre député ou le président de la République, vous votez sur un nom.
que ce soit un nom local pour les députés ou que ce soit un nom national pour le président, qui est le même pour tous. Donc on ne vote pas pour une personne, mais on vote pour un parti finalement. On vote pour une liste. On vote pour une liste. Alors, par exemple, en Île-de-France, il y a 209 sièges à pourvoir. 209 sièges. Alors, pour la petite anecdote, Paris 42, la Seine-et-Marne 25. Vous voyez un petit peu le rapport de force. Bon, c'est logique. Il y a plus de besoins. Il n'y a pas évidemment Enfin, je ne suis pas critique envers cela. On sent que tu deviens sécessionniste. Non. C'est pas possible. Non, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, les élus sont regroupés par département sur les listes. Hein. Donc voilà, c'est un scrutin un petit peu compliqué. Bon, vous, c'est pas compliqué pour vous. Vous arrivez dans l'isoloir, ça change pas. Vous avez qu'un seul bulletin à mettre. Enfin, un ou plusieurs, mais dans ce cas-là, ce serait nul si vous en mettez plusieurs. Vous avez votre bulletin à mettre. Sauf que ce bulletin contient évidemment à peu près 200 noms en ce qui concerne l'Île-de-France, des gens qui ont des sièges à pourvoir. Et donc c'est une élection qui se fait à la proportionnelle, à savoir que le résultat, il y a évidemment le parti qui arrive en tête qui a le plus grand nombre de sièges, Oui. et puis tous les autres qui arrivent derrière, en fonction de leur pourcentage, obtiennent un certain nombre de sièges. Donc il faut bien comprendre que c'est à la proportionnelle, c'est-à-dire C'est qu'à à la certain proportionnelle. au pourcentage, le nombre de sièges obtenus. Voilà, on ne vote Je pas résume. pour une seule personne, on vote pour une liste, et le résultat final ne donne pas un vainqueur, mais un panaché de personnes, comme aux élections municipales, c'est ça. et c'est encore plus facile sur les élections municipales où il y a pas mal Hugo, peut-être d'habitants, puisque ça donne plus d'élus. Hugo, je vois que ça te fait réagir. Non, juste, il y a un petit point particulier. Si une liste obtient plus de 50% dès le premier tour, il faut savoir qu'elle aura un quart des sièges obligatoirement. D'office. Avec quand même Et le ensuite- deuxième tour qui décidera. Non, et ensuite, parce que si tu as plus de 50... Et ensuite, on se répartit le reste à la proportionnelle. Voilà, c'est ça. D'accord. Et elle fait partie évidemment de cette répartition-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle gagne seulement 25%. On l'expliquait la dernière fois sur l'émission, je crois, sur la Grèce, où on parlait des résultats des élections en Grèce, où effectivement, dans chaque élection à la proportionnelle, c'est jamais vraiment de la proportionnelle, c'est-à-dire qu'on y met quand même une dose de primo-vainqueur, en fait, qui fait que le vainqueur a plus de chances d'avoir une majorité qui lui permette de faire voter ses textes pendant la durée du mandat. Sinon, évidemment, imaginez qu'il y en ait un qui est 51% et l'autre 49%, eh bien, il y aurait... il suffit à chaque fois qu'il y en ait un qui soit pas là, c'est le bazar partout. Donc pour assurer ça, eh bien, on met une prime à la majorité. Et donc celui qui a fait le meilleur score aux élections a davantage de sièges que la réelle proportionnalité des résultats. On va peut-être justement... donc tu nous as rappelé 209 élus pour l'Île-de-France. Tu nous as rappelé justement que ça devrait rentrer normalement à partir de janvier 2016, justement, ces nouveaux conseillers. Une question que moi je me pose, en tout cas, j'espère que peut-être que les auditeurs se la poseront aussi, c'est avec ces plus grosses régions, est-ce que les conseils régionaux, c'est bien si je ne me trompe pas, seront grossis? Alors, j'ai pu pas regarder dans les détails. Bon, il se trouve que là, je vous parlais de l'Île-de-France, qui reste l'Île-de-France finalement. On imagine bien qu'ils vont certainement profiter pour réduire quand même la taille des conseils. Mais voilà, c'est-à-dire que le calcul des sièges se faisait par département jusqu'à présent. Donc, très sincèrement, je n'ai pas la réponse à ta question pour ne pas l'avoir lu, donc je ne vais pas dire de bêtises. Je pense que derrière cette réforme, il y a quand même une réduction du nombre de sièges de conseillers. Je rassure les auditeurs en disant que je dirais que l'argent qui est versé aux conseillers durant leur mandat n'est pas non plus la plus grosse part du budget des collectivités. Il faut bien se mettre ça en tête quand on parle de réforme des collectivités, qu'on dit qu'on va faire des économies car il y aura moins d'élus. L'économie, elle est mineure, très sincèrement, et c'est pas de la langue de bois que de le dire. Voilà, bon, il n'y a pas de petites économies. C'est très bien d'en faire, de réduire un peu le nombre des élus, mais c'est pas ça qui fait une grosse différence. La masse salariale, le personnel est un élément important, et puis toutes les petites dépenses qu'on peut faire. Donc voilà, évidemment, baisser le nombre d'élus permet de baisser les budgets, c'est logique puisqu'ils touchent une indemnité et qu'ils engagent des frais. D'un autre côté, on ne sait jamais si c'est pour les augmenter parce qu'on a réduit leur nombre. On ne sait pas ce qui est fait, donc... Bon, en ce qui concerne l'Île-de-France, on est à peu près au même niveau, j'imagine, puisqu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de fusion. Une question qui va revenir, parce que on se souvient, en tout cas, quand on était tous étudiants en primaire ou autre, on se posait souvent cette question, qui a les vacances en premier, on est dans quelle zone? Justement, on est en plein dedans. Alors, j'ai vu, donc c'est sur un article de LCI que tu as regardé ça. Que Hugo a conseillé à Nicolas, et que du coup, Nicolas m'a... C'est un travail d'équipe, C'est un travail exactement d'équipe. Alors,
est-ce que cette modulation régionale, cet agrandissement des régions va avoir un problème, en sachant que Najat Vallaud-Belkacem, qui s'occupe donc qui est la ministre De l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. va faire un nouveau calendrier scolaire, si je me souviens. Donc, en principe ou pas? Alors, en fait, l'éducation nationale propose un calendrier scolaire, je dirais, à 2 ans à peu près. Normalement, il voit à 2 ans. Donc en fait, tiens. Parce qu'en fait, finalement, Hugo me prend des feuilles. En tout cas, c'est que ça la question, c'est qu'est-ce que ça peut changer au niveau des zones A, B et C? Voilà. Alors vous le savez, aujourd'hui, quand on est en Île-de-France, il y a trois académies. Vous savez, le système scolaire est régi par des académies. Donc Créteil, Versailles et Paris sont les 3 académies de l'Île-de-France. Si je te suis, c'est une académie égale une région. Dans le reste de la France, dans le reste de la France, je veux dire. Effectivement, on a une académie égale une région. En fait, on parle de l'académie de, je sais pas moi, l'académie de Poitiers, mais c'est en fait une académie qui recouvre le territoire régional actuel du Poitou-Charentes. Bon. Et donc, Najat Vallaud-Belkacem en arrive à se dire, bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'an prochain? Le calendrier des vacances, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on part au ski? Et là, elle se rend compte qu'il y a une réforme territoriale et que les régions qui sont proposées, les futures régions, eh bien, ont parfois en leur sein plusieurs académies, ça c'est logique, mais surtout des académies qui ne font pas partie de la même zone. Et donc là, on se dit, mais pour le tourisme, ça va être le bazar, plus personne ne va rien y comprendre, je suis dans quelle académie, je suis dans quelle région, enfin, il y a une petite... Voilà, il y a des petites choses, bon, vous me direz, il suffit de laisser les académies telles quelles et de ne rien toucher, et puis de continuer à faire partir. Mais voilà, les nouvelles régions font que ça perturbe un petit peu la visibilité. Je ne sais pas si Hugo avait le même ressenti en lisant l'article. Effectivement, la question est posée. Bon alors... cette réforme s'invite dans le débat. Najat Vallaud-Belkacem n'a pour le moment pas rendu ses conclusions sur le futur calendrier scolaire. Elle le fera au printemps, a-t-elle annoncé. Donc d'ici le printemps, on aura une visibilité sur ce qui va se passer. Vous savez qu'il y a un débat depuis quelques années maintenant dans l'éducation nationale de savoir quand est-ce qu'on va rentrer en août. Ça avait déjà été essayé et puis ça n'a pas fonctionné cette année. C'est remis sur l'an prochain d'essayer de faire la rentrée des adultes sur le mois d'août, voire des élèves aussi sur le mois d'août. Donc toutes ces questions de calendrier scolaire sont actuellement en tête au ministère et c'est vrai que c'est, je dirais, une chose qui est autour de ce débat-là des collectivités territoriales. Et bien ça en fait partie. Comment est-ce qu'on va organiser les services décentralisés des ministères à partir du moment où on réunit les régions en ce qui concerne les collectivités territoriales. Il faut bien séparer, il y a l'administration de l'État et les collectivités territoriales. Là, on décide de fusionner certaines collectivités territoriales. Est-ce que l'État va suivre derrière en fusionnant ses propres services dans ce qu'on appelle la région aujourd'hui, mais qui n'est pas la même chose, voilà. C'est une question ouverte, évidemment. Et donc là, j'ai envie de donner... En tout cas, juste pour le résumer, il va forcément y avoir une modification, sinon région et académie ne vont pas correspondre géographiquement. Voilà, on est d'accord. C'est ça. Hugo, peut-être pour réagir sur cette question. Non, il y a un point vraiment important, qui me semble important, c'est... Nicolas parlait de visibilité, je pense que c'est davantage la clarté et une sorte d'homogénéité, en fait. Il faut qu'on aille dans le même sens, mais dans tous les domaines. Si on se restreint à réformer les régions d'un point de vue administratif, un peu bateau, presque politico-administratif, mais qu'on ne va pas plus loin et que par exemple on laisse une carte qui irait une carte des vacances scolaires qui irait en décalage, je trouve ça assez léger finalement. Il faut des réformes. Mais on voit d'ailleurs que c'est souvent un problème la question scolaire aujourd'hui. Alors, notamment c'est à l'échelle locale, mais à chaque fois avec ces cartes scolaires de telle personne qui devra aller à telle école, etc. Là, on a j'ai l'impression qu'on a une échelle beaucoup plus grande, qui est celle justement de ces académies, de savoir qui va aller où, quelle région va être là. Enfin, je sais pas. Moi, ça me. Non, ce dont tu parles, c'est encore autre chose. Non, mais je veux dire, à une échelle plus grande, ça pose de vrais problèmes niveau localisation. Oui, non, mais bon... Problème différent, je te l'accorde. Certes, les problèmes de la carte scolaire sont largement différents que ceux de la... là, c'est simplement, en quelque sorte, simplement les vacances scolaires, ce qui est une toute autre question, puisqu'elle est du ressort des académies. Mais quoi qu'il en soit, il faut, je le répète, une cohérence dans la manière de fonctionner. Si on veut en plus faire des économies, il y a cette logique de ce grand choc de simplification. Il faut du coup avoir quelque chose qui soit qui aille partout sur le même rail et de la même manière. Donc il faut que voilà tout comment on dit, tout corresponde
tout se corresponde et donc ainsi aller dans une logique homogène. Je pense que voilà, c'est peut-être du bon sens pour tous, mais malheureusement, on a beau le répéter, ce ne sont que des vœux pieux depuis un certain temps, et il serait temps peut-être que, à travers cette réforme ambitieuse des grandes régions, se mette en place quelque chose d'une homogénéité plus grande au sein du territoire français, homogénéité à tout point de vue, donc, qui passe notamment par cette question des vacances, vacances qui, Nicolas en a dit un mot, vacances égale tourisme, et le tourisme, c'est une partie Une activité importante importante, ouais. de l'économie française. Bon, a priori, le ministère a annoncé une modification de ces zones, en tout cas. Bon, bah, on verra bien ce que Najat Vallaud-Belkacem fera en tout cas sur ce point-là. J'aimerais juste entendre Nicolas, parce que j'aimerais qu'on puisse parler après des élections départementales qui sont sensiblement liées. Oui. Mais j'aimerais en quelques mots savoir quels sont aussi les autres enjeux, parce que là c'est quand même un enjeu très important qu'on met en avant, mais un autre point, Oui. qu'est-ce qui toi te choque ou plutôt t'interloque là-dessus? Alors effectivement, j'ai noté 2 enjeux en plus de tout ce que l'on a dit évidemment durant cette première partie. Le coût de la réforme. C'est vrai, on n'en parle pas, on dit ça va faire des économies. Alors on a dit économie d'échelle, forcément, quand on va fusionner, quand on va ensuite modifier les compétences, voire peut-être supprimer les départements à certains endroits, modifier un petit peu la structure, on dit ça va faire des économies, c'est évident. Bon, déjà, tous les économistes ne sont pas d'accord là-dessus. Hein. Et en plus, cette réforme va certainement avoir un coût. Voilà, il va falloir... alors, non seulement elle va avoir un coût de modifier tout ça, de faire les déménagements, d'organiser bon, pour moi, ça va avoir un coût. Mais en plus, il faut bien comprendre que tous les services ne vont pas du jour au lendemain partir de Poitiers vers Bordeaux ou de Limoges vers Bordeaux. Il va y avoir forcément des antennes de ces régions, surtout s'il n'y a plus de département, on va en parler. Mais voilà, s'il n'y a plus de département, eh bien, il y aura des antennes de la direction de la région un peu plus au niveau local. Et donc forcément des employés, des services, des choses. Donc, et forcément des navettes avec le siège. Donc ça risque évidemment d'engendrer des coûts. Alors, quel sera le bilan? On ne peut pas le dire, en tout cas moi certainement pas. Les économistes s'amusent sans doute actuellement à chiffrer cela, les hommes politiques aussi peut-être, mais voilà. Et puis une question sur la justification de ces grandes régions, et ça va nous emmener au thème suivant. On est dans un débat aujourd'hui, un débat qui, je l'ai toujours dit en tout cas pour ma part, a du sens. On l'a dit en ouvrant cette émission, millefeuille territorial en France, il y a plein de collectivités, pour moi elles ont toutes un intérêt. Pour moi, le département joue un rôle aujourd'hui. Alors, je ne dis pas le département de Paris, qui est couplé avec la commune, évidemment que non. Mais le département de Seine-et-Marne, qui déjà est un département un peu rural, il y a du sens. Les départements, les conseillers généraux actuels, qui représentent des cantons, ça a du sens parce qu'on est sur une échelle logique. Faire des intercommunalités aujourd'hui en pleine ruralité, pour moi, ça n'a pas de sens. Pourtant, on l'a fait. Bon. Eh bien, la question que je pose, et c'est une question ouverte évidemment, c'est la justification de ces grandes régions, qui s'inscrit donc dans un débat large, à savoir, est-ce qu'on fait des intercommunalités plus fortes, donc des échelons que sont les communes peut-être, qui vont remonter, enfin voilà, on fait une remontée de compétences vers un échelon plus grand pour qu'il soit plus important. Du coup, on supprime le département à certains endroits, donc on redonne aussi aux intercommunalités, plus proches finalement des gens, certaines compétences. Mais d'autres compétences qui ne peuvent pas, je pense aux routes, les infrastructures, les TER, eh bien, bon, alors actuellement, les TER sont au niveau régional, mais voilà, on fait remonter toutes ces compétences à des régions plus grandes ou du département vers la région, ce qui concerne les infrastructures, enfin les routes. Donc voilà, on est sur un grand chantier. Maintenant, la grande question, c'est quelle temporalité pour ce chantier? On voit qu'on est beaucoup plus pressé sur certains sujets, je pense, aux régionales, aux intercommunalités qu'on veut boucler. Là, en ce moment, la loi n'est même pas votée, mais au 1er janvier prochain, tout sera bon, ce sera nickel, tout le monde aura fusionné, tout le monde sera content. Donc, la grande question, c'est est-ce que ça va réussir, et auquel cas, bravo les gars, ou est-ce que ça va foirer, mais alors dans ce cas-là, ça va bien péter. En fait, la différence, c'est qu'on est sur plusieurs régions et donc peut-être plusieurs situations différentes. Voilà, donc ça peut changer, mais si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, c'est, vu qu'on a grandi, est-ce qu'il ne va pas y avoir justement un changement? Il va falloir changer ces pôles de compétences, et est-ce que ça va fonctionner oui ou non, ce regroupement? C'est la question. Sachant que la question des départements n'est toujours pas réglée, mais je crois que voilà, c'est notre sujet. Justement, c'est le sujet qui arrive. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des régions, mais dans les régions, qu'est-ce qu'on a dans les régions? Des départements. Alors, justement... qu'est-ce qui va? Alors déjà, comment vont s'organiser normalement, en principe, selon quelle date, quel calendrier électoral, les élections départementales, et surtout, qu'est-ce qui, pourquoi on n'entend pas parler de ces élections
départementales alors qu'on nous bassine le plus souvent avec les régions? Alors, réponse assez simple. Enfin, la première réponse qui me viendrait à l'esprit, c'est que le dépôt des candidatures s'est effectué cette semaine. Donc, finalement, on entre en campagne, on va s'y mettre, on risque d'en parler. Alors, je dis pas qu'on va en parler à fond, mais ne serait-ce que quand on ira chez le boucher dans nos régions lointaines, je pense que les gens vont en parler parce que déjà, ils vont commencer à voir les panneaux électoraux avec les têtes des 2-3 personnes. Est-ce que tu votes FN? Non, pas maintenant, mais peut-être pour les prochaines. Enfin, voilà. On rappelle que Nicolas vit en Alsace. Non, je rigole. Oui, donc, Non, alors, le calendrier. voilà, tout à fait. Le calendrier, 22 mars et 29 mars 2015, mettez-le dans votre agenda, vous serez au bureau de vote pendant au moins 5 minutes, le temps d'aller mettre votre petit bulletin dans l'urne. Je sais qu'Hugo est toujours inscrit sur la petite bourgade de Torcy. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait des Toulousains à Torcy, je ne savais pas. Donc Je viens voilà. d'apprendre. Et donc, rappelons, moi ça me tient à cœur parce qu'on ne peut pas concevoir d'élire quelqu'un si on ne sait pas ce qu'il va faire après. Voilà. Les compétences de ces départements. Alors, voilà, j'avais intitulé cette partie-là « Élections départementales, les premières et dernières ?» point d'interrogation. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, jusqu'à maintenant, nous appelions ça des élections cantonales. Puisqu'effectivement, donc on parlait du millefeuille. Aujourd'hui, vous avez la commune. Si on fait abstraction de l'intercommunalité, vous avez la commune à l'intérieur de laquelle la commune se trouve dans un canton, qui lui-même se trouve dans un arrondissement, les sous-préfectures, et qui se trouve même dans un département. Bon, déjà là, on a un peu mixé l'administratif et le politique. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait le découpage en France. Et ensuite, vous avez les régions et la France. Et l'Europe. L'Union européenne qui tient tant à Maxime, que l'on embrasse, il est en vacances. Bien, une fois qu'on a fait cette digression absolue, voilà, donc effectivement, jusqu'à présent, c'était les cantonales qui élisaient les conseillers généraux, et donc là, vous comprenez qu'effectivement, dans une optique de simplification, eh ben, on a mené une belle œuvre. Alors, pour le coup, cette œuvre vient, je crois, si je ne dis pas de bêtises, puisque ça a été fait sur les 2 mandats, mais je crois que ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. Enfin, Nicolas Sarkozy voulait supprimer les départements en faisant les conseillers territoriaux. Et quand la gauche est arrivée en disant « Eh ben non, nous on veut pas de ça parce que c'est votre réforme et nous on n'en veut pas parce que c'est la vôtre », eh bien ils ont supprimé cette réforme. Et finalement, ils ont fait non plus les conseils territoriaux qui mettent ensemble les régionaux et les généraux, et ils ont dit « On va faire une élection départementale ». Même si d'ici 2021, on risque de la supprimer, mais finalement non, etc. Enfin, voilà, on revient toujours, ça s'en va et ça revient, c'est le propre de ces réformes. Toujours est-il, donc les nouveaux conseils qui vont être élus fin mars, ce sera les mêmes élections qu'avant, sauf que ce sera des conseillers départementaux. Et là, j'ai fait une erreur, puisque j'ai dit que ce serait la même élection, et finalement, non. Pourquoi ? Parce que dans ces élections, on va non plus élire un conseiller général du canton, mais 2 conseillers départementaux du canton. Parce qu'on a quand même gardé les cantons. On a gardé les cantons, mais on les a divisés par 2. Il faut suivre, Hugo, non? Ça va. Alors, les compétences. Les conseils départementaux, comme les conseils généraux d'aujourd'hui, travaillent sur les questions de solidarité, très important. Ils versent le RSA, par exemple. Alors, ils ressemblent un peu à un guichet, c'est-à-dire qu'en fait, ils définissent pas vraiment la politique du RSA, mais bon, ils ont quand même une action là-dessus. Voilà, ils distribuent le RSA, il y a une partie qui leur est versée par l'État et l'autre partie qu'ils doivent trouver eux-mêmes. Le tourisme, des questions de patrimoine notamment, voilà, il y a des musées départementaux, voilà. Il y a une animation culturelle et patrimoniale par le biais du département. On l'a dit tout à l'heure avec les régions, eh bien là, ce sont les collèges qui sont gérés par les départements en termes d'équipement, c'est-à-dire la construction d'un collège, ses travaux éventuels, et puis la gestion des ouvriers et des personnels de service qui sont dedans, notamment en restauration scolaire. Et puis les routes départementales. Mais on l'a vu déjà, une partie des compétences du département vont certainement monter à la région. Donc là, on se demande à quoi servent les départements, d'où l'intitulé « Les premières et dernières élections départementales », point d'interrogation. Puisque les élections départementales sont un mandat, je crois, maintenant de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc toujours est-il que ce sera peut-être les dernières ou les avant-dernières pour certains départements. Mais Hugo l'a dit, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont perdurer. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Excuse-moi Hugo, je te laisse la parole tout de suite, mais est-ce qu'il va y avoir purement des nouveautés dans ces élections ou pas? Eh bien oui, ces fameux candidats dont je vous parlais, eh bien ils seront au nombre de 2. Alors pourquoi 2? Bah, les gars. Pourquoi un doublon? Pourquoi un doublon? Eh bien, pour... C'est clair. Oui, voilà, pour la mixité, tout simplement. On a voulu qu'il y ait une égalité homme-femme dans ces élections. Vous savez qu'au fur et à mesure que les élections avancent depuis que François Hollande est élu, et peut-être même un petit peu avant, eh bien, on introduit des choses qui font en sorte qu'il y ait une égalité homme-femme dans la représentativité nationale. Alors, ça veut pas, sur ces élections-là, il y aura égalité.
Il y a des élections comme les élections municipales où avec le jeu des positionnements dans les listes, on se retrouve avec des conseils municipaux qui sont avec plus ou moins d'hommes ou de femmes. Là, le fait que ce soit un binôme qui sera élu, eh bien, fera qu'il y aura le même nombre d'hommes que de femmes dans les conseils départementaux. Donc, mixité. Alors, Hugo, je te promets, après je te laisse la parole tout de suite. Il y a juste une question que j'aimerais poser avant de clôturer cette question sur les départementales. C'est ces élections départementales seront les dernières élections avant 2017, si je ne me trompe pas. En France ? En France. Bah non, il y aura les régionales. Non, mais... Ah, les dernières élections départementales. Pardon, oui, bien sûr. De toute façon, en France, ce sera les dernières élections. Alors, à moins qu'il y ait des dissolutions ou à moins qu'il y ait des élections partielles en proximité, ce seront les départementales et les régionales de cette année, les dernières élections, à part les européennes, peut-être qui auront lieu entre-temps. Ce seront les deux grandes échéances avant. Après, on arrive 2017. aux législatives et aux présidentielles de 2017. Et là... y a peut-être, ça va peut-être permettre de jauger un petit peu, peut-être, non ? Bah voilà, c'est-à-dire que il y aura des enjeux locaux, évidemment. Les conseils départementaux vont permettre l'élection de personnes proches du territoire, proches de chez vous. Alors même si les cantons sont agrandis, ils seront 2, donc ils pourront tout à fait être grosso modo, enfin comme ils seront 2 sur un territoire 2 fois plus grand, puisqu'on divise par 2 le nombre de cantons, mais on va toucher à la marge le nombre d'élus en fait. On va diviser le nombre de cantons pour qu'il soit plus grand et pour qu'il y ait un homme et une femme dans chaque canton. Donc à certains endroits, il va y en avoir plus, à d'autres moins. On tient compte de la démographie pour ça. Et donc, en fin de compte, ce sont des élus de proximité. Donc voilà, s'ils sont 2, eh bien, ils géreront leur affaire. Peut-être que l'un gérera 2 communes et l'autre 3. Bon, vous avez des cantons plus ou moins grands. Il y en a qui font 17 communes, d'autres 3, voire un quartier. Ça dépend de la densité de population. Donc voilà. Les conseillers départementaux sont des élus de proximité. Donc il va y avoir un enjeu local. Et puis évidemment, l'enjeu national, puisque nul ne saura se préserver d'interpréter les résultats au niveau national, vague bleu marine ou pas. Voilà, ce sont effectivement les dernières grandes échéances et que ce soit les analystes politiques, les chroniqueurs, que ce soit nous, que ce soit vous en allant chez le boucher toujours, ou les politiques eux-mêmes, eh bien tout le monde dira de son commentaire au niveau national en disant que ces élections ont sanctionné ou pas le PS, ont permis de montrer que Nicolas Sarkozy est en position de force pour les prochaines élections ou que Marine Le Pen progresse perpétuellement. En fait, j'ai l'impression, plus on avance dans l'émission, qu'on va fusionner des régions, mais que en fait, les logiques interrégionales seront exactement les mêmes, même si on va diviser des trucs. Politique politicienne habituelle, évidemment. Voilà, exactement. Donc Hugo, petite question avant de finir sur les intercommunalités. Alors, plus qu'une question, un commentaire. Déjà, je trouve... Question seulement, je t'autorise. Nicolas, vous avez 10 secondes. Je trouve Nicolas très optimiste sur les bouchers. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Ah, les bouchers, oui. Donc d'aller chez le boucher. toujours la personne qui va je pense, et là, c'est un point de vue purement personnel que je me permets de... En préparation de l'émission sur l'alimentaire, c'est ça ? Moi, je vous assure que si on veut... Justement, il y a des grandes lois qui vont être votées bientôt, justement, dans les 2 années à venir sur le gaspillage alimentaire et sûrement sur la nouvelle consommation. Si on veut réduire toutes ces questions de gaspillage alimentaire, ces questions de grande consommation, il faudra revenir à des échelles beaucoup plus locales, comme le sont les bouchers, faire les courses tous les 2 jours, éventuellement, pour éviter de gâcher. Et rappelons-le aussi, ces petits commerces de proximité qui ont un réel intérêt, je pense, à lutter à titre personnel, et là c'est vraiment d'un point de vue personnel que je parle, contre le gaspillage alimentaire. Mais en tout cas, je ferme la parenthèse et je te redonne la parole sur les élections qui n'ont absolument rien à voir, même si le boucher peut voter au départemental. Mais ça, Mais on peut inviter évidemment nos auditeurs à discuter de cette question de l'alimentaire, puisqu'on va en parler dans une émission. Voilà. Si vous avez des idées, c'est notre appel à témoins. Voilà, n'hésitez pas. Peut-être que la semaine prochaine, ou je sais pas encore, on va voir le calendrier. Voilà, ça va arriver dans pas très longtemps. C'est notamment, je conseille vraiment le débat qu'il y a eu hier sur l'émission d'Alexandra Sublet. Il y a eu une partie sur le gaspillage alimentaire. On retrouvera un panache d'ouvrages sur Amazon. Vous tapez gaspillage alimentaire, il y a des très bons ouvrages qui sortent et vous pouvez vous renseigner là-dessus. Voilà, donc, on fera une bibliographie plus précise lors de l'émission, et après, de préciser quand même à l'occasion que ça fait 2 émissions de suite qu'on cite Alexandra Sublet, que j'aime pas trop par ailleurs. Mais c'est moi qui l'ai fait la fois dernière. Mais il faut pas t'énerver, Hugo. On parlait du boucher, revenons-en à nos moutons. Si je puis me permettre un commentaire sur les élections départementales. C'est plus un coup de gueule, c'est que j'ai voulu me renseigner en tant que citoyen. Je me dis, on est à 1 mois du vote, du scrutin. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Et là, c'est assez surprenant. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant de la manière dont les candidatures sont ouvertes depuis le 9 février. Tu le sais, mais les gens... Voilà. Parce que tu t'intéresses. Tu viens de le dire,
Les candidatures sont ouvertes seulement depuis le 9 février, ce qui laisse une période très courte pour lire les programmes, se renseigner, aller pour le coup sur les marchés pour rencontrer Les bouchers, les personnes qui vont chez le boucher, justement. Non, justement, sur les marchés, c'est souvent les endroits où on rencontre les candidats. De moins en moins, quand même. Hein. Si. Non, mais de moins en moins de gens vont au marché. Ah oui, mais les candidats, ils vont toujours. Ils vont toujours, oui. Et voilà, et je me dis que c'est assez court. Tu l'as dit que ça vient de se terminer, cette période de candidature. On va laisser terminer Nico. On va avoir une période très courte de décision, justement, avec des enjeux qui plus est renouvelés. Donc ça va être vraiment très difficile. Moi pour le coup, Ne sois pas impatient. Je le sais, mon canton a été remodelé. Comme quasiment tous, finalement. Voilà, mais ce qui fait ça fait un qu'il peu y a une débat espèce de citoyen décalage. politique. Hein. C'est Nicolas, pour le coup. Non, mais c'est vrai Non, que tous les cantons ont été divisés par deux. laissons donc, Ce qui rajoute à cette espèce d'incompréhension face à l'enjeu. Tu le concéderas. On nous dit d'un déjà côté qu'on comprenait tout rien. change, mais vous avez extrêmement peu de temps et les candidats eux-mêmes vont avoir très peu de temps pour défendre leur programme et défendre aussi derrière ça la réforme. Voilà, je pense qu'aussi Parce que c'est leur légitimité qui est en jeu. le politique sait très bien que ces élections-là, généralement, génèrent moins d'intérêt que ne le sont les élections supranationales. Mais pour le coup. c'est ça aussi le drame, c'est qu'on a affaire aux élections les moins populaires. Oui. C'est le mot. Avec les européennes. Voilà, on parlait des Oui. cantonales. Je dirais juste un point sur les européennes. Ensuite, un point de précision. Les intercommunalités sont en train de s'envoler. Si Alors, on ne se dépêche pas, Hugo. juste une seconde. Je te laisse Oui, des élections très peu populaires, justement parce que cantonales, on ne savait pas trop à quoi ça se référait. Là, on met un peu plus de clarté déjà en les appelant par leur nom, élections départementales, parce que ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, on a très peu finalement de clarté. Ce que je critiquais 10 minutes avant, là, on est en plein dedans. On est D'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'elles dans vont le devenir, brouillard. ces Voilà, départements. on ne sait pas parce que ce sera peut-être partiellement les dernières. Voilà. Juste un point rapidement sur les élections européennes. Il y avait un petit flou entre vous deux. Les prochains scrutins auront lieu en 2019 puisqu'on a élu les eurodéputés l'année dernière. C'est un mandat de 5 ans. 4 ans, oui. 5 ans. Oui, c'est vrai. 2014 plus 5, ça fait 2019. C'est ça. Alors, hormis ce Merci. petit débat entre deux, je pourrais te laisser répondre, Nico, si tu as envie de répondre. Mais Non, en tout c'est cas, bon. non, c'est bon, tout est clair. Alors, pour le lambda, le méconnaisseur de ces sujets-là, en tout cas, je pense que, et tu en as parlé tout à l'heure, donc j'écoute très bien ce que tu dis, il va y avoir une vraie question au niveau des intercommunalités. Tu m'as dit, quand on n'était pas... En préparant En l'émission. préparant l'émission, voilà. En off. En off, voilà, je cherchais l'expression. Une communauté d'agglomération, pour exister, devra comporter plus de 200 000 habitants, c'est ça que tu es en train de me dire? Et oui, alors en fait, quand je vous dis qu'on mène plusieurs réformes de front, en voilà une, la réforme des intercommunalités, qui évidemment ne bouge pas le calendrier électoral, et pour cause, les élections ont eu lieu, et les prochaines auront lieu en 2020. Donc, je vous rappelle que nous avons élu en 2014, il y a un an, même pas, pas encore, des conseillers communautaires, soi-disant par le biais du suffrage universel, mais ça on en avait déjà discuté, donc je reviens pas dessus. Pour moi, c'est une blague, quoi. Je veux dire, on dit suffrage universel, mais en réalité c'était fléché, vous élisiez les conseillers municipaux, et en même temps vous y les intercommunaux, les communautaires, ce qu'on appelle les conseillers communautaires. Bon. Et donc, c'est après avoir mené la réforme électorale, où on décide que ces conseillers seront fléchés, etc., et qu'on les élit au suffrage universel, que vient se mettre dans le débat la mutation de ces intercommunalités. C'est pas nouveau, les intercommunalités ont vocation à récupérer des compétences des communes, et le but, évidemment, c'est de donner de moins en moins de compétences aux communes, toujours dans l'optique, évidemment, de faire des économies d'échelle. Bon, je ne vais pas vous refaire tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est toujours la même chose. Et donc, ces intercommunalités, on leur donne plus de pouvoir. Et en plus, on commence à dire, on va leur donner, on va les agrandir. Donc quand je vous dis qu'il y a plein de messages contradictoires, c'est que si je résume rapidement, on agrandit les communautés d'agglomération. Enfin, les intercommunalités, si vous voulez, mais bon, ce sont les communautés d'agglomération qui sont peut-être qui sont aujourd'hui un système assez simple. En dessous, vous avez les communautés de communes qui sont plus sur des communes plus petites, et puis au-delà, vous avez les communautés urbaines, voire les métropoles, ce qu'on est en train de mettre en place, notamment à Paris.
ces intercommunalités donc, sont plus grandes, on leur donne des compétences des communes, on va leur donner des compétences des départements, en même temps on va supprimer les départements à certains endroits mais pas partout, et on va faire des régions plus grandes. Donc un ensemble de messages contradictoires, parce que pour moi quand vous dites on va augmenter la taille des régions, pour moi ça voulait dire on va laisser l'échelon départemental qui fera l'intermédiaire, mais du coup on veut le supprimer. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Puisqu'on supprime l'échelon intermédiaire, on va faire augmenter les intercommunalités qui elles-mêmes de nouveau auront une taille intermédiaire. Mais elles reprennent des choses qui se faisaient au niveau local. Donc voilà, on est en train de tout faire monter, et en fait on part un petit peu dans tous les sens. Donc effectivement, la loi, la dernière qui était sortie, disait il faut des communautés d'agglomération de plus de 200 000 habitants. Je ne sais pas si tu avais une question. Non, justement, Voilà. c'est 200 000, plus 200 000 habitants. oui. Donc aujourd'hui, je vous donne un exemple, le Val-Maubuée, où se trouve l'université. Donc le Val-Maubuée, un territoire quand même assez important. Il contient une université, 2 piscines. Il a pas mal Surtout les d'équipements. piscines, on n'en parle pas assez. Hein. Voilà. Il a 6 bibliothèques de mémoire, je crois, si je dis pas de bêtises, des écoles de musique, enfin des conservatoires de musique, etc. Le Val-Maubuée, c'est environ 80 000 personnes, je crois. Je n'ai plus les chiffres, mais voilà, à peu près. On est sur un territoire quand même assez dynamique. Val-Maubuée, secteur de Marne-la-Vallée, donc ville nouvelle, relativement développée, avec des villes, je vous le dis, même si tous nos auditeurs ne les connaissent pas forcément, Champs-sur-Marne, Torcy, Logne, Noisiel, qui ont donc toutes les 4 des gares RER. J'ajoute à ces 4 qui ont des gares RER Émerainville qui en a également, et puis la petite ville de Croissy-Beaubourg, mais quand même vous avez 2 chroniqueurs dans cette équipe qui viennent de Croissy-Beaubourg, donc ce n'est pas rien. Et évidemment, ce n'est pas moi, donc je vous laisse évidemment La déduire. responsabilité, on déduire. l'assume. Nico, Oui. On est en Seine-et-Marne. Est-ce qu'il y a eu de la contestation au niveau Seine-et-Marne ? Eh bien oui. Ah, justement. Bon alors cette carte elle n'est pas totalement validée. Pour vous dire, il y a encore eu des changements cette semaine. Cette semaine, on a appris avec stupéfaction que finalement une commission, la commission régionale des histoires de cohérence des communautés d'agglomération et compagnie, là, validait un schéma qui était dans les tuyaux depuis longtemps, mais qui n'était pas bien perçu au niveau de l'État. Je vous résume la situation. Je vous disais donc 200 000 habitants minimum pour une communauté d'agglomération. Le préfet de région en proposait 460 000, 450 000, je ne sais plus trop exactement, personnes, en faisant un grand Marne-la-Vallée. Alors, ça partait de Chelles, hein, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle Marne et Chantraine. Il y avait Marne et Gondoire, donc Lagny, Bussy, Saint-Georges, qui sont des secteurs qui s'urbanisent énormément. Val d'Europe, qui n'est pas inconnu, puisque c'est là qu'on retrouve évidemment Disney, mais également le grand centre commercial, voilà, de toute cette partie-là. On retrouvait le Val-Maubuée, qui est ici, l'université de Marne-la-Vallée. Et puis en dessous, les grandes communes, mais de Pont-au-Combo et de Roissy-en-Brie. Bref, on retrouvait tout ce monde-là, un gros ensemble. Imaginez gérer cet ensemble avec des politiques qui sont celles des intercommunalités aujourd'hui. Alors certes, le développement économique, mais d'autre part, le sport ou des choses comme ça. On avait pu, on va en parler après, mais on avait pu cette notion de bassin de vie. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le centre d'intérêt de quelqu'un qui habite à un endroit de cette future intercommunalité qui était prévue, eh bien, n'allait pas dans tout l'ensemble de l'intercommunalité. Donc, on perdait cette notion de proximité. Elle a été cette semaine désapprouvée, voilà, comme tu me le demandais. Eh bien, les élus seine-et-marnais étaient contre, quasiment tous, et ils ont refusé à l'unanimité ce projet et en ont proposé un autre qu'ils ont voté à l'unanimité. Et donc, a priori, eh bien, le Val-Maubuée ne sera qu'avec Marne et Chantraine, c'est-à-dire Chelles, Courtry, Brou sur Chantraine vers sur Marne, et puis en dessous Roissy, Ambry et Pont-au-Combo, sachant que Chelles a demandé, et ça va peut-être rejoindre le point suivant, Chelles a demandé à rejoindre le Grand Paris, Justement. cela même induirait la sortie de Courtry de cette future intercommunalité de 220 000 habitants, je crois, puisque Courtry n'aurait plus de continuité territoriale avec la future intercommunalité, serait obligé d'en sortir, et on descendrait à 160 000 habitants dans cette intercommunalité, ce qui ne dépasse pas les seuils des 200 000 et qui pose donc de nouvelles questions, bien que Marne et Gondoire, Lagny, Bussy, Saint-Georges, etc. et le Val d'Europe ne soient pas eux non plus au-dessus des 200 000 habitants. Donc, quid de ce seuil des 200 000 habitants finalement au bout d'un an de tractation et où tout le monde se casse la tête, alors que la réforme entre elle aussi en fonction au 1er janvier 2016 ? Grande question. Déjà, je voudrais déjà signaler que Nicolas a une très bonne connaissance du Val-Maubuée parce qu'en 2010, la population est estimée à 86 422 habitants. Déjà, c'est pour dire que on n'était pas loin. On était vraiment à côté. Alors voilà, il y a le Grand Paris aujourd'hui. Et qu'est-ce que le Grand, enfin, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du Grand Paris dans cet agencement dont tu parlais ? Et la deuxième question que j'ai envie de te poser, qui est quelque part assez liée, c'est
est-ce qu'on ne va pas amoindrir le poids de nos communes ? Communes qui, je le précise, justement, et c'est aussi le cœur de ce problème, c'est à peu près, alors 36 000, on a 36 000 communes, donc quand même à peu près 34 000 qui ont moins de 5 000 habitants, qui comportent moins de 5 000 habitants. Est-ce que ça peut jouer un rôle là-dedans ? Alors, je vais répondre à l'ensemble de tes questions et boucler le budget. Je laisserai ensuite Hugo, qui n'a pas beaucoup parlé, et termine aussi, rajouter aussi sur les bassins de vie. Voilà, pour être plus justement. clair. Comme ça, on va faire, on pourra passer à notre dernier sujet d'actualité. Et effectivement, alors le Grand Paris, c'est plein de choses. Le Grand Paris, c'est notre fameux axe de transport là, avec plein de lignes différentes, nouvelles, censées dynamiser, puis un petit peu relier différents pôles de la région, mais sans qu'on passe forcément par Paris. Je donne un exemple, évidemment, relier ici la Cité Descartes à Créteil est une des ambitions des nombreux projets. Voilà, donc relier des points entre eux qui ne sont sans forcément passer par Paris, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez aller à un autre endroit presque du département de Seine-et-Marne, il faut passer par Paris pour retrouver un autre RER qui ira lui-même vers le département. Donc, le Grand Paris, c'est ça, mais c'est aussi la mise en place de la métropole de Paris, une structure intercommunale qui lierait Paris et la Petite Couronne et éventuellement des villes de la Grande Couronne périphérique, c'est le cas notamment de Chelles. Donc, ce Grand Paris n'est pas sans poser des problèmes. Hugo, là encore, m'avait envoyé un document et peut-être voudra-t-il en parler, de l'Obs, qui disait le métro du Grand Paris arrive et ils habitent sur son tracé. Que va-t-il se passer ? Eh bien, il risque d'être... Alors exproprié, c'est le mot qui nous viendrait à la bouche. Eux disent non, ce ne sera pas des expropriations, on va faire ça autrement, enfin ils vont monnayer les départs, enfin bref, le résultat est le même, c'est-à-dire que si vous êtes sur le tracé, va bien falloir que vous déguerpissiez à un moment ou à un autre. La place de la commune, eh bien, elle s'inscrit pleinement dans ces questions du Grand Paris, puisque du Grand Paris et de la réforme, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'intercommunalité, mais ça risque d'être finalement les communes de demain, si ce n'est pas institutionnel, en tout cas ça le sera sur les modes de vie, puisque ces intercommunalités vont gérer le plan local d'urbanisme certainement bientôt. Vous savez, le plan local d'urbanisme intercommunal est en place, enfin se met en place au fur et à mesure, donc la gestion de qu'est-ce qu'on a le droit de construire à quel endroit, eh bien c'est de plus en plus les intercommunalités qui les ont et non plus les communes. Donc finalement, les mairies vont devenir des mairies de quartier demain, je veux dire. Plus le PLU, les finances seront contraintes par les intercommunalités qui dirigeront un petit peu tout cela, les orientations, si ce n'est pas les finances directement, les services seront mutualisés. Donc voilà, c'est un petit peu vers quoi on va, c'est-à-dire que les communes ont-elles suffisamment vécu ? C'est la question qui se pose. Alors voilà, elle se pose, mais on ne va pas la résoudre ce soir. Mais certainement qu'on va vers cela, sauf s'il y a évidemment, comme sur les départements, eh bien, une levée de bouclier des élus. Et puis, cette question de bassin de vie dont tu parlais, eh bien, c'est celle-là. Voilà, c'est cette question. On a voulu faire des intercommunalités plus grandes, des intercommunalités fonctionnelles, je dirais, où on décide qu'elles vont avoir telle fonction et elles vont gérer des situations plus grandes, qui ne prenait pas en compte évidemment l'humain, j'ai envie de dire, et la taille humaine. Le bassin de vie, c'est l'idée que, eh bien, aujourd'hui, on mène des activités sur un ensemble cohérent de villes. Voilà, on a des équipements sportifs à proximité de chez soi, enfin plus ou moins à proximité d'ailleurs. On a accès à l'université, on a accès à tel type d'école, et donc on se fait son bassin de vie en fonction des équipements disponibles sur le territoire. Bon, eh bien, par exemple, le département de Seine-et-Marne a développé une politique de bassin de vie qui consiste à dire, eh bien, aujourd'hui, pour mener nos actions du département, on ne fait pas tout à l'échelle du département, c'est trop grand. On ne fait pas tout à l'échelle des cantons et de nos conseillers parce qu'évidemment, ils sont trop proches et ça multiplierait l'action par beaucoup trop. Mais on fait des bassins de vie, donc de plusieurs cantons, en ce qui concerne l'action du département. Mais voilà. Et donc, l'idée de travailler sur les bassins de vie, et c'était là aussi un article dont nous avions pris connaissance, eh bien, c'est de dire on va territorialiser l'action, on va l'approcher, disons, de ce que font les gens et pas que de ce qui existe sur le territoire. Nicolas a très bien bossé, hein, Hugo. Donc j'aimerais quand même, Hugo, te laisser la parole pour une éventuelle dernière question. Alors, ça veut dire que j'ai pas bien bossé, merci pour moi. Mais surtout que c'est lui qui m'a fourni tous les articles, alors. Non, Hugo ne le prend pas comme ça, mais on voit qu'il y a quand même une aisance de la part de Nicolas. C'est bien, très informatif pour le coup. Voilà, pédagogue. Très pédagogue, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, encore une fois, c'est pas une question, si tu me permets des alors, un commentaire, tu as le droit à ce que dit Nicolas, je t'en remercie. Moi, c'est la question des transports. Ah, tu vois, il y a question. Non, c'est la question des transports. Je rigole. Des transports, la problématique des transports qui me semble essentielle. La question, encore une fois, du bassin de vie, l'approche par les bassins de vie le montre très bien. On voit, c'est l'étude de la mobilité
des gens, par exemple en Île-de-France. Et on le voit par là, où les gens vont, comment, pourquoi. Et voilà, et on voit que les transports, pardon, notamment les transports en commun, sont très importants. Et c'est en ça que, notamment en région Île-de-France, on a eu, il y a 2 mois de cela, l'annonce du pass unique, après des années d'attente. Jean-Paul Huchon, peut-être avec une visée électoraliste derrière. À peine. À peine. Non, mais en tout cas, Voilà. il essaye de tenir une promesse, en tout cas. Voilà, il essaye enfin de tenir cette promesse d'un pass unique à venir pour la rentrée 2015. Voilà, c'est une politique de transport à mener pour avoir cette question, tu l'as dit, de bassin de vie, d'avoir quelque chose dans lequel on se retrouve finalement. Ça marche, ça doit marcher pour les intercommunalités. On vit dans un endroit, mais on ne sait pas, on ne connaît pas tout ou partie de ce territoire. À quoi cela mène-t-il ? On peut se poser la question. Mais voilà, là, Pareil. on voulait faire des intercommunalités qui étaient trop grandes en fait et qui ne respectaient pas Voilà. les bassins de vie. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs vies dans un même bassin, quoi. Mais c'est aussi la question, le rôle des départements aussi. Mhm. Dans les liaisons interurbaines notamment, les bus, notamment en Seine-et-Marne, pardon, ce sont les Seine-et-Marne Express, connus, les grands bus orange. Voilà, ce sont ce genre de bus qui lient des villes du D'ailleurs, même très territoire. pratique quand même, il faudrait quand même le signaler. Voilà, très pratique pour les gens qui habitent dans des villes plus lointaines, notamment Meaux ou Melun, ou encore... T'as une l'aéroport haine, Charles de Gaulle. particulière contre Meaux, non? Ah non, pas du tout, je justement, rigole. je trouve ça encourageant et à encourager. En tout cas, on ne peut que, justement, ce pass unique, on ne peut que le féliciter, Voilà. justement. Et de la part de Jean l'encourager. Cochon, qui est, pour préciser, si je me trompe pas, le président du Conseil régional d'Île-de-France. Voilà, Voilà, Jean-Paul- en l'occurrence, les Seine-et-Marne Express, c'est Voilà. Vincent Eblé du conseil général, D'accord. voire Donc là, départemental. ce sont Ouais, là, on voilà, précise. voilà. Il comble ce que ne fait pas en quelque Alors, sorte il la région. comble. Enfin, le Steve. Oui, mais voilà, ce Même sont s'il deux choses. collabore aussi. Enfin, bon, Voilà, bref. et je le vois aussi, j'aimerais le signaler par la même occasion. Autre mode de transport, les mobilités douces, le vélo en l'occurrence. Je vois que de plus en plus, le Steve justement développe Véligo. Notamment une station qui va ouvrir à Torcy. Véligo, qu'est-ce que c'est? Ce sont des garages à vélo en fait sécurisés pour lesquels il faut un pass. Vous payez une vingtaine d'euros en plus de votre abonnement Navigo et vous pouvez garer votre vélo. Donc voilà, il y a aussi un encouragement propre. Voilà, on encourage de plus en plus les mobilités douces. On pense à l'environnement, etc., etc. Donc voilà, ça aussi, ça peut être intéressant. Parce que les vélos, c'est aussi une manière de se déplacer dans un territoire Et local. ça ne pollue pas. Ouais, et en plus, ça ne pollue pas. Merci en tout cas, messieurs. On revient tout de suite justement pour cette question, enfin plutôt pour ce débat qui va être un petit peu avorté en raison des choses qu'on vient de dire, enfin que vous venez de dire. Et on revient dans quelques instants justement pour ce débat sur l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui vient d'être utilisé en rapport à l'adoption de la loi Macron. Vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Rec. On va maintenant passer à un débat beaucoup plus dans l'actualité, beaucoup plus préoccupant en termes de chiffres, puisque c'est cette semaine que cette motion de censure vient d'être lancée par... la proposition de motion de censure a été proposée par l'UMP, si je ne me trompe pas. Alors, on va revenir sur cette loi Macron. Loi Macron qui conseille, on en a discuté avec Nicolas, je n'invente rien, qui conseille en gros tout ce qui a rapport au dynamisme de l'activité économique. Alors, comme on peut le rappeler, ce n'est pas seulement le travail le dimanche, c'est aussi justement une question sur plus particulièrement le pouvoir d'achat, c'est aussi des questions sur les transports en autocar, c'est des questions sur les professions réglementées. En tout cas, on peut tout retrouver. Je vous conseille l'article du Monde qui s'appelle « Travail du dimanche, pouvoir d'achat, ce que prévoit ou pas la future loi Macron ». Ou pas, justement, ça a fait référence à cette motion de censure qui vient d'être lancée par l'UMP. Alors, juste pour rappeler 2-3 choses, et vous me compléterez bien évidemment, cette loi
a été passé en force, hein, évidemment. Le gouvernement s'est servi de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour, même si comment dirais-je, l'Assemblée nationale n'était pas pour, la gauche est comment dirais-je, confrontée au Vert, au PC et à des députés frondeurs, entre guillemets. On fait passer la loi en force, ça déclenche de la part du UMP une motion de censure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez, je vais donner la parole à Hugo, est-ce que tu trouves que cette motion de censure est justifiée? Et est-ce qu'aujourd'hui, faire passer une proposition de loi sur des réformes économiques, plus particulièrement, est-ce que c'est logique de la faire passer? Est-ce que c'est légitime de la faire passer en force? Alors, déjà, la motion de censure, elle est logique, dans le sens où c'est la manière dont fonctionne l'article 49, alinéa 3, puisque le gouvernement prend l'option de passer la loi sans le vote de l'Assemblée nationale, mais en retour, il engage sa responsabilité face au Parlement, face à l'Assemblée nationale, pardon, et donc l'UMP n'est pas passé à côté de l'opportunité de la motion de censure, voilà, de la motion de censure. Si cette motion de censure est votée. Cette motion de censure n'a pas été votée. Si elle est votée. Oui, mais elle ne l'a pas été. Elle n'a pas été. Pardon, mais si elle l'avait été. Si elle l'avait été, pardon. le gouvernement aurait sauté, hein, tout c'est ça. bonnement. Mais ce n'a pas été le cas puisque, Elle a été rejetée. on s'en doutait, la motion de censure a été rejetée puisque l'UMP n'a pas assez de députés pour ça. Il en fallait 289. Elle n'en a que 228 et elle n'a pas réussi à collecter assez d'autres députés à côté de ceux-là. Je voudrais revenir un peu sur quelques citations de responsables politiques que je trouve assez marquantes. Christian Jacob, responsable des députés de l'UMP. Et qui est maire de Provins. Qui est maire de Provins, voilà, faut-il le rappeler. Ce qui fera plaisir à Raphaël, quelqu'un qui est aux États-Unis. Voilà, Raphaël, chroniqueur ici, qui. C'est pas particulièrement qu'il a des affinités, mais c'est qu'effectivement il est originaire de Provins. Oui, voilà. Oui, non, mais je pense que si Alors, on pas écoute d'affinité Raphaël, on le sait. Hein. Alors, Gauche, on t'écoute, on t'écoute. Alors, Christian Jacob qui dit que le 49.3, c'est l'arme des faibles. Manuel Valls de répondre que c'est un acte d'autorité face à l'irresponsabilité de certains. Irresponsabilité de certains, on s'en doutera. Les frondeurs qui posent de grands troubles au gouvernement. Et puis, une phrase de François Hollande, mais là en décalage dans le temps. François Hollande qui disait en 2006, lorsque Dominique de Villepin déclenchait lui aussi le 49.3 pour faire passer en force, c'est l'expression de Marc, le projet de loi sur l'égalité des chances, projet de loi dans lequel il y avait le fameux CPE qui avait mené tant d'étudiants dans les rues. À ne pas avoir cours plutôt, parce que c'est quand même ça qui nous intéressait. François Hollande disait alors c'est un coup de force. Donc voilà, cette question de est-ce légitime, est-ce passé en force, est-ce un coup de force? Je trouve que finalement c'est une loi que porte depuis longtemps le gouvernement. Elle le portait déjà avec Arnaud Montebourg, qui a commencé à monter le projet. Monsieur Emmanuel Macron, évidemment, porté par sa réputation d'économiste libéral, ancien de Rothschild, il me semble. Voilà, forcément, ça en a froissé plus d'un, notamment ces 10 frondeurs. Donc forcément, le gouvernement était presque adossé au mur. Et il lui fallait passer par cela. Et donc, on ne peut pas dire que c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est illégitime? Je ne sais pas, parce que finalement, la loi le permet. C'est une des... Je ne dis pas que c'est forces. illégal, il ne faut pas faire la distinction faite par ça entre l'illégal et l'illégitime. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est légitime de procéder de la sorte? Évidemment que ça ne pourrait pas être illégal. Ça se saurait. Non, beaucoup comprenez ce que je veux dire. Des députés sont par ailleurs des juristes, donc... Il serait inconcevable d'y voir une action comprends bien ce que illégale. je veux dire. Est-ce que c'est légitime? Je trouve que c'est légitime pour ma part, dans le sens où c'est une vraie réforme portée par le gouvernement qui le porte depuis presque depuis le début de son mandat. Depuis
excusez-moi, depuis le début du gouvernement Valls. Beaucoup moins avec Jean-Marc Ayrault. Nicolas? Bah écoute, je dirais que à proprement parler, je ne suis pas pour cet article de la Constitution. C'est-à-dire que si on me demandait mon avis, je serais pour qu'on le supprime. Parce que je Faudrait qu'on trouve... supprime l'article 16 aussi, selon toi? C'est quoi C'est l'article? plein pouvoir au président de la République. Ça a fait grand débat à un moment. Bien sûr. Voilà, en situation sûr. exceptionnelle. En situation Bon, exceptionnelle, bien il faut évidemment. quand même se garder des garde-fous en cas de problème. En l'occurrence, l'article 49.3 qui prévoit que effectivement le gouvernement peut passer un texte sans avoir l'avis de l'Assemblée, fait passer le texte certes, mais à la condition que derrière la motion de censure qui sera déposée par l'opposition soit rejetée. Bon, il se trouve effectivement que cette motion de censure, il était logique en tout cas qu'elle soit déposée puisque c'est, je dirais, sans que ce soit une obligation, c'est une tradition. Et évidemment que la politique politicienne ne manque pas aujourd'hui de poser une motion de censure quand cela est possible. Déjà qu'ils le font de manière générale dès que cela est possible, il fallait quand même pas louper cette occasion de le faire. Bon, ça évidemment, c'est logique. Cette motion a été votée, elle a été refusée, rejetée. Finalement, ça montre qu'il y a un problème avec ce 49.3. Parce que vous laissez la possibilité dans la Constitution que le gouvernement puisse passer en force sur un des textes s'il sent que la température du jour ne permettra pas qu'il passe. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Hein. Le matin, on sondait encore un petit peu les députés, on a dit c'est mort, et hop, on passe en force. Oui, d'accord, on passe en force. Et quelle est la conséquence derrière ? Alors bon, la première réponse, ce serait de dire finalement rien, puisque de toute façon, évidemment, ceux qui étaient un peu frileux sur le débat en question, par derrière, se remettent derrière le gouvernement pour évidemment pas que le gouvernement saute, parce que si le gouvernement saute à cause d'une motion de censure, je pense que l'étape d'après, c'est François Hollande qui dissout l'Assemblée nationale, c'est logique. Je veux dire, on se répond dans ces cas-là. Hein. L'Assemblée décide de virer le gouvernement de France, n'aurait pas vraiment intérêt à le par dissoudre. François Hollande. Attendez, excusez-moi, mais si demain... Il va pas faire l'erreur. Si aujourd'hui la motion avait été votée, je pense que l'étape suivante, c'était de dissoudre l'Assemblée nationale. Je vois pas comment est-ce qu'il pouvait faire autrement. C'est-à-dire que le mec nomme un gouvernement qui... il risquait une cohabitation. Qui est renversé, mais évidemment, mais qui est renversé. Mais c'est un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas le débat de ce soir. Entre opposition de droite et frondeur de gauche, c'est quand même... un petit peu différent. Je pense que ce serait dans la logique des choses. Mais bon, je suis pas un spécialiste de ce débat-là. Mais juste pour revenir, le texte aujourd'hui, il n'est pas voté. Enfin, ça c'est sûr, puisqu'il de toute façon il n'a pas été voté. Sénat. Mais il est surtout pas passé, c'est-à-dire qu'il passe, il est passé à l'Assemblée nationale, par le gouvernement. On a brûlé une étape. Il va au Sénat pour la navette et il reviendra à l'Assemblée pour être ensuite validé. Donc, ce texte-là n'est pas passé. Hein, il y a encore du boulot dessus. Alors bon, est-ce qu'on en est au même stade que sur les régions où finalement il va passer et puis voilà, on n'en parle plus. Mais voilà, hein, c'est ça aussi qui est important. En tout cas, ce texte va forcément passer. Oh, ça, j'en sais rien, moi. En tout cas, ce texte, il est bien plus compliqué que l'histoire de simplement le travail le dimanche. Justement, je voulais juste terminer sur le voilà. 49.3 et dire que, entre parenthèses, moi qui l'avais beaucoup critiqué, Nicolas Sarkozy ne l'a pas utilisé durant son mandat. Voilà, c'est le Premier ministre. Je crois en tout cas, on peut peut-être reconnaître que c'est la première fois que Nicolas dit du bien de Nico Sarkozy. Enfin, j'ai pas dit du bien de lui, j'ai dit qu'il n'avait pas utilisé le 49.3. Alors, si je peux me par permettre, extrapolation, je te donne la parole. Alors, j'ai fait une erreur, j'ai dit 49 alinéa 3, c'est pas 49 alinéa 3, c'est 49.3. Oui. Voilà. Ah, c'est pas alinéa, même moi j'ai fait l'erreur 2 fois, 3 fois. Hein. Oui, voilà, c'est le point 3 de l'article 49. Voilà, donc après, dans cet article, il y a des... Je m'excuse aussi parce que j'ai dû le dire dans cet article, 2-3 fois de plus que toi. Dans cet article, il y a évidemment des... Enfin, dans ce point de l'article, il y a un certain nombre comprend. Fusionner, il faut fusionner aussi la Constitution, faites des points, fusionner tout, et on comprendra mieux. J'aimerais juste vous entendre encore quelques minutes sur... on parle beaucoup de cette réforme avec le travail le dimanche qui en tout cas suscite beaucoup de réactions pour les entrepreneurs ou pour éventuellement ceux qui travaillent et qui n'aimeraient pas travailler, mais s'ils ne travaillent pas, évidemment peut-être que l'employeur voudra embaucher d'autres personnes qui elles travailleront le dimanche. C'est un petit peu ça au fond le cœur du problème. Quels sont les autres points fondamentaux et qui peuvent être retenus sur cette loi Macron? Je vais peut-être répondre et ensuite je laisserai mais je te donne la parole, Hugo, pardon, excuse-moi. Nicolas, est pour moi. Alors déjà, c'est une loi pour la croissance et l'activité. Voilà, c'est pas la loi du travail le dimanche, comme je disais, c'est la loi pour la croissance et l'activité. Et quand on voit ça, on se dit c'est bizarre, pourquoi la droite l'a pas voté? Bon, tout simplement parce que la droite est la droite et la gauche est la gauche. Juste un petit point.
croissance, activité, égalité des chances économiques. Ah, autant pour moi, je n'avais qu'un intitulé tronqué. Ah, déjà, il y a égalité, ça sent pas bon, ça pour la droite. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que ça passe pas. Bon, alors toujours est-il, cette loi, effectivement, réglemente des choses dans le domaine des transports où elle impose un SMIC, elle impose aux travailleurs étrangers mais travaillant sur le sol français, en ce qui concerne le domaine des transports, de se mettre au niveau du SMIC. Donc en fait, elle veut favoriser l'activité économique française, des entreprises françaises, en demandant aux autres d'être payés plus cher. Et donc forcément... Alors vous voyez, en France maintenant, on ne dit plus, vous savez qu'il y a ce grand débat sur le coût du travail. Eh bien, on ne dit pas non, on va réduire les salaires français, pardon, excusez-moi, pas les salaires, mais le coût du travail français. Maintenant, on dit on va augmenter celui des autres pour essayer d'être à notre niveau. D'ici 2 mois, on impose aux travailleurs chinois qui travaillent en Chine d'augmenter leur salaire parce que nous, eh bien, on est trop cher. Il n'y a qu'un pas. Hein. Bon, c'était une petite parenthèse. Bon, le Nicolas transport. nous fait rire pour une fois. Bon, bref. Je pense que le pire, c'est qu'il est sérieux. Le pire, c'est si le gouvernement le propose. Les professions réglementées également. Vous avez entendu des débats sur les auto-écoles, sur, je sais pas moi, sur le passage du permis. Voilà, toutes ces questions font aussi partie de cette chose-là. Le travail du dimanche, ouvrir 12 dimanches par an, je ne sais quel type de commerce ou de service, eh bien, c'était dedans. Et puis, surtout, une réforme des prud'hommes. L'idée, c'est de simplifier. Mais alors de simplifier, d'après les syndicats, au détriment des employés, les prud'hommes, en disant, de simplifier les recours, les trucs comme ça, mais du coup qu'il y ait moins de recours et donc forcément moins de chances de pouvoir être satisfait lorsque l'on porte réclamation au niveau des prud'hommes. Donc certains jugent cet article évidemment un petit peu... difficilement en disant celui-ci va nous retirer des droits, des acquis sociaux par le biais de ce texte de loi proposé par Emmanuel Macron au nom du gouvernement et qui avait déjà été travaillé effectivement par Arnaud Montebourg parce que ça fait un moment qu'on entend parler de ça. Donc effectivement un texte qui a différentes propositions. Alors est-ce que c'est un texte fourre-tout? Est-ce que c'est ça qui fait que forcément au bout d'un moment l'opposition, même s'il y a des choses bien dedans, dit non on est contre? Est-ce que c'est pour ça aussi que voilà, tout le monde y va de son amendement et puis au bout d'un moment quand on peut plus l'amender, on y va en disant non on le votera pas, et ce qui provoque effectivement le recours au 49.3 pour le faire passer en force parce qu'on sentait que là ça sentait vraiment plus bon parce que personne ne pouvait être content d'un texte où il y avait tellement de choses que tout le monde y trouvait à un moment un mécontentement dedans. Voilà, j'ai dit une réaction. Voilà. Merci, enfin. Ne le prive pas quand même. Tout le monde. Non, j'ai dit, au lieu de dire une question, j'ai dit au moins une réaction, un commentaire, Hugo. Voilà, tout le monde y trouvait un point de mécontentement, mais. Et certainement de contentement. C'est exactement ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, il faut souligner que certains députés de l'opposition, donc de l'UMP et de l'UDI, y trouvaient aller presque voter pour. Donc ils ont un peu été pris de court quand la décision d'utiliser le 49.3 a été faite. Ce projet est d'ailleurs salué par le MEDEF, que le PS essaye parfois de se mettre dans la poche. Et c'est d'ailleurs cette alliance un peu, pour certains surprenante, que critiquent les frondeurs qui jugent cette politique, ce projet de loi trop libéral. Après, évidemment, que c'est très fourre-tout, comme l'a énuméré Nicolas, il y a des points un peu sur tout, donc sur les professions réglementées, que ce soit les auto-écoles, que ce soit aussi dans la justice notamment. Hein. On pensera aux huissiers, aux greffiers, aux commissaires-priseurs notamment, le transport en car, les prud'hommes, mais j'ai également vu qu'allaient être concernés les jours fériés dans les Outre-mer. Donc voilà, on touche à des choses un peu partout, toujours sur l'économie, sur le travail, on essaye. Donc on va libéraliser. Oui, il y a un thème commun, mais voilà, il y a un thème commun, mais on y met beaucoup de choses. On veut vraiment changer. J'ai l'impression, en quelque sorte, en profondeur, mais sans trop y aller. Voilà, et c'est pour ça que ça peut ne pas passer. C'est pour ça que le gouvernement Valls II a décidé d'utiliser cette arme juridique. Finalement, la loi le permet, donc pourquoi pas ne pas l'utiliser, sachant qu'il n'y avait pas de risque, dans la mesure où, on l'a dit, l'UMP n'avait pas le poids suffisant pour renverser le gouvernement. Dernière réaction, messieurs. Nicolas.
Tout simplement, enfin, on voit quand même sur ce texte qu'on a la cristallisation de la situation politique un petit peu du moment. Je voudrais juste dire que ces frondeurs, sans porter de jugement sur leur action, finalement, ils ont quand même la capacité aujourd'hui, intellectuelle, je voudrais dire, à conserver les positions du PS avant l'arrivée de François Hollande au gouvernement. Ça, et ils sont, alors, même sans être symbolisés au sein de l'Assemblée nationale par ces têtes-là, ils le sont quand même, malgré tout, aujourd'hui, par Martine Aubry, qui ne s'est jamais privée de dire ce qu'elle pensait, par Benoît Hamon, qui maintenant est redevenu député et qui était au gouvernement lors des premiers gouvernements de François Hollande. Donc sans porter de jugement, c'est vrai qu'eux ont cette faculté de continuer l'action du Parti socialiste tel qu'il était avant. Et moi je trouve que ça pose une question à laquelle on ne pourra pas évidemment répondre, un par le temps et deux parce qu'on n'a pas réfléchi au sujet, mais ça pose cette question du rapport entre partis politiques et gouvernement, et notamment quand le parti politique en question est au gouvernement. Aujourd'hui, le parti est dirigé par Cambadélis, qui suit évidemment la ligne du gouvernement. Eh bien, moi, je pose cette question d'un parti politique. Comment peut-il continuer à réfléchir ? Et finalement, cette question que je pose, et je la tire pas du chapeau, cette question, elle va se poser très rapidement, puisqu'il va y avoir un congrès au Parti socialiste, donc ils vont évidemment travailler là-dessus. Voilà. Quelle place donner à l'ADN du parti quand on est aux responsabilités ? Et je crois que ça ferait beaucoup plaisir à Maxime. Quelque part, je pense heureusement qu'il n'est pas là ce soir, parce qu'il aurait peut-être été dans le débat parfois là où on ne s'y attend pas. Mais maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait en rediscuter avec lui, parce qu'il a évidemment des opinions différentes. Mais ça ferait très plaisir à Maxime de se dire que finalement... eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire et ça fera plaisir à Maxime. C'est une très bonne question que tu poses. Non, mais voilà. Non, mais l'idée de dire que effectivement, ces partis politiques au pouvoir, mais je sais vraiment plus ce que je voulais dire. Ces partis politiques, ont des différences. Tu parlais de Cambadélis sur la ligne l'ADN. C'était très intéressant, mais vraiment. Non, mais voilà. Donc, c'est-à-dire ça sera le blanc de la fin. Le blanc de la fin. Non, mais voilà, vous avez bien compris. L'idée, c'est de se dire que le parti politique continue normalement de réfléchir, mais voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Enfin, une fois qu'on est au gouvernement, il apparaît évident qu'il y a des choses que l'on fait, que l'on aurait combattu quand on était... Et fermement, en y croyant, hein, parce qu'il ne faut pas s'imaginer non plus. Évidemment, il y a une partie de mensonges faits exprès quand on est en campagne, ou en tout cas comment est-ce qu'on pourrait dire, d'idéaux qu'on ne pourra jamais réaliser. Mais à côté de ça, il y a quand même des choses auxquelles on croit, et quand on arrive au pouvoir, on se rend compte que c'est pas possible. Bon, voilà, il y a une différence entre être dans un parti et militer, et puis arriver au pouvoir. Et je pense qu'il y a de véritables questions là-dessus. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, mais voilà, et ça ferait plaisir évidemment à Maxime de le constater. En tout cas, je suis un peu déçu. On va terminer cette édition. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de passer aux questions SMS. Voilà, on gardera en tout cas les questions des téléspectateurs. Des auditeurs. Et des téléspectateurs, puisqu'on est filmé quand même. Voilà, bah oui. Écoutez, je vous remercie, messieurs. En tout cas, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs en auront appris autant. Merci Nicolas, merci Hugo d'avoir été là, d'avoir toujours su animer le débat de la meilleure des façons. On se donne rendez-vous. L'animateur, c'est toi, et nous te remercions car tu as été très bon ce soir. Merci Marc. Attention. Merci Nicolas. On se remercie, on se fait un bisou collectif. Voilà, on se fait un bisou. Hugo, je sais que malheureusement tu es touché d'un sale rhume, donc on fera un bisou. Tous mes bisous vont dans ta pensée. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous. Écoutez, jeudi prochain, 18h30, même lieu, même horaire. Et même vidéo, en tout cas, sur le site. N'oubliez pas, vraiment, on vous invite à participer, on vous invite à laisser des commentaires, des questions par le biais des réseaux sociaux, Twitter, Incorrect, avec 2C si je ne me trompe pas, Facebook. Politique.incorrect, toujours incorrect avec 2C, comme Radio Rec. Voilà, on attend vraiment vos réactions, que vous veniez participer. C'est quand même un exercice qui est très plaisant à faire, donc on espère pouvoir débattre avec d'autres personnes, d'ouvrir le champ des réflexions justement. Et Hugo voudrait peut-être rajouter quelque chose. Non, je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent vers moi des fois, qui commentent l'émission en direct, en différé, qui me disent ouais là je suis pas forcément d'accord. Voilà, j'invite ces personnes aussi à s'exprimer en direct avec nous dans ces studios. Voilà, c'est un exercice. Et pour avoir retrouvé une place, je dirais, de débatteur, de chroniqueur, c'est très plaisant d'y retourner aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Évidemment, la première émission, on est un petit peu anxieux, et puis alors après...
Après, on se rend compte que finalement, après, on va au restaurant ensemble, on n'est fait autre rien. chose. On peut toujours se dérouiller. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée sur l'antenne de Radio Rec, comme le dit souvent Nicolas. Ou Hugo, plutôt. Je pense que c'est Hugo qui finit, c'est vrai. Et j'aimerais terminer cette émission en laissant le mot de la fin à Hugo, qui nous dira bonne soirée, bisous. Radio Rec.